S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes et bienvenue pour notre 81e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, attention, c'est du très lourd au micro. On a ce qui se fait de mieux au monde dans la préparation physique dédiée au tennis. On reçoit Seb Durand qui a gagné plusieurs grands chelems pendant 3 ans aux côtés de Serena Williams et Patrick Mouratoglou. Seb a aussi bossé avec Marcos Baghdatis, Pauline Parmentier et encore actuellement avec l'athlétique bulgare Grigor Dimitrov. On parle de l'évolution et de la professionnalisation de la prépa physique qui a considérablement changé avec les années pour devenir ultra spécifique au tennis. Seb est habité par son travail, sa mission je devrais même dire. Il revient pour nous sur les qualités physiques et ce qu'il a apporté aux joueurs et joueuses qu'il a accompagnés. Aravan Redzai, Pauline Parmentier, donc Alizé Lim, Camila Giorgi, Caro Garcia, Serena Williams, Marcos et enfin Grigor Dimitrov dont il partage le quotidien depuis maintenant plusieurs années. Il nous confie ensuite ce qu'il a appris au contact des hommes assez incroyables qu'il côtoie depuis plus de 20 ans. Accrochez-vous, c'est du lourd. Patrick Mouratoglou, Peter McNamara, Peter Lundgren, un des premiers coachs de Roger, Tony Roche, Dani Valverdou ou encore André Agassi qui l'appelle Dédé. Voilà. On aborde aussi l'évolution du médical et de la récupération. On parle des stages commando que Seb organise, de la façon dont il se rémunère, de ses doutes et accomplissements dans les questions de fin. Récupère en bonus de l'épisode le conseil coaching numéro 1 de Seb Durand pour te renforcer physiquement au service notamment et sur les cannes bien sûr. Grâce à des conseils ludiques, loin de la corvée de faire des tours de piste, c'est bon à prendre les légendes et c'est gratuit dans le premier lien en description de l'épisode. Tu recevras aussi dans notre prochaine newsletter un rattrapage des conseils coaching des précédents invités du podcast, listés sur un fichier PDF. Le but est de te permettre de progresser sur le cours et de nous soutenir en t'inscrivant à la newsletter Tennis Légende. Je t'envoie le coaching de la semaine, la sortie de nos épisodes et nos offres en cours. C'est tout bénef pour rester en contact, c'est le premier lien en description de l'épisode. Avant de laisser place à notre entretien, on sort notre 14e masterclass sur la visualisation ou imagerie mentale avec Eric Medaetz, kiné belge de profession et spécialiste en sophrologie du sport depuis 25 ans. Eric a travaillé avec Steve Darcis et les frères Rocus entre autres. À travers ce nouveau cours d'1h30, Eric nous permet de mettre en pratique des techniques de visualisation mentale utilisées par tous les joueurs de haut niveau. Chaque invité que j'ai eu me le confirmait au micro, rares sont ceux qui pratiquent la méditation. En revanche, tous ont des techniques de visualisation pour répéter leurs coups, rester au contact de leurs sensations et ancrer leur schéma tactique gagnant. Eric nous livre 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome. Ce sont des pratiques ludiques de concentration pour rester dans sa bulle ou s'y remettre facilement au changement de côté. Tu vas pouvoir ancrer mentalement les sensations d'un coup proprement réalisé. Le but est de créer et d'installer en toi les mêmes connexions mentales que tu ressens quand tu sens vraiment la balle et enchaînes les victoires. On te met aussi à dispo des visualisations en mouvement à effectuer avant de jouer pour préchauffer ton cerveau à agir et à performer dès ton entrée sur le court. Tu vas pouvoir découvrir la puissance de l'imagerie mentale qui est aussi utilisée en retour de blessure. L'ex-40e joueur mondial belge Steve Darcis nous en parlait dans l'épisode 74. Ça lui a permis de garder du tonus musculaire en sollicitant les connexions mentales de son cerveau. Bref, encore une fois, c'est du lourd. Si tu n'as pas encore suivi une de nos masterclass et que tu veux en savoir plus sur le format, c'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose à certains invités du podcast d'intervenir en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort? Quel sujet maîtrises-tu le mieux? Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, ce ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné, enregistré au format vidéo et audio, ainsi qu'avec un support écrit. Voilà, c'est tout bénef. Pour avoir un aperçu de ce nouveau cours sur l'imagerie mentale, tu as la bande-annonce disponible dans le second lien en description de l'épisode juste en dessous. C'est parti pour notre 81e épisode avec la Rolls-Royce des préparateurs physiques, Sébastien Durand.
bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, alors Seb, je suis ravi de t'avoir parmi nous. Ex-joueur, tu as été moins de 6 à ton meilleur. Tu as un master dans le domaine de la prépa physique et un diplôme d'études spécialisées au tennis. Tu as commencé au Pôle France de Poitiers comme prépa physique stagiaire. On a tous été stagiaires à un moment ou un autre. Puis tu as débuté ta carrière professionnelle à Vendôme, entre Blois et Le Mans, dans le Loir-et-Cher. Quelle drôle d'idée d'aller dans le Loir-et-Cher. C'est là où on a voulu de moi. C'était une belle expérience. Très bien. Tu étais responsable au centre d'entraînement et de la prépa physique. Tu as ensuite intégré l'académie Mouratoglou en 2004, où tu m'en as fait baver quelques fois. 10 ans plus tard, en 2014, tu as créé ta propre société et continué d'envoyer du lourd aux côtés de Grigor Dimitrov, Marcos Baghdatis, entre autres, Serena Williams, Caroline Garcia, Camila Giorgi, Pauline Parmentier, Aravan Rezaï ou Alizé Lim, qui nous a gentiment mis en contact. Tu as collaboré avec ce qui se fait de mieux en termes de coach. Patrick Mouratoglou, donc, Peter McNamara, un autre Peter, Lundgren, celui-là, Tony Roche, Daniel Valverdou, André Agassi, Franco Davin, je sais pas comment on le prononce. Davin, ouais. Aujourd'hui, tu fais aussi de la formation en ligne avec l'organisme Transfert. Tu interviens à l'école de kinésithérapeute d'Assas et tu es consultant pour des salles de sport. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose, Mister Seb? Ça me semble complet, clair, et c'est ça. Bon. Dans le mille, bien vu. Génial. À quel âge tu as commencé le tennis et pourquoi, comment tu as été… J'ai commencé le tennis parce que mes parents jouaient au tennis, un peu comme tout le monde, et puis j'avais 3-4 ans, et puis fallait m'occuper, quoi. Donc je faisais des petits châteaux pas de sable, mais des petits châteaux de terre battue, et des petits châteaux de cailloux ou d'herbe, et puis à un moment donné, ils ont dit, bon, on va lui donner une raquette, il y a un mur juste à côté du terrain, bon, allez, tiens, prends une raquette, prends une balle qui était un caillou à l'époque, puisqu'il n'y avait pas les balles molles, et puis j'ai commencé à taper sur le mur. Ouais. Comme ça, puis je passais à côté évidemment 9 fois sur 10, puis après ça a été 7 fois sur 10, 5 fois sur 10. Et puis le prof a dit il se débrouille pas mal, et puis c'est comme ça que c'est parti, et j'ai commencé à m'entraîner un peu, à faire mon premier match. J'avais perdu 9-0 à l'époque, c'était des matchs en 9, j'avais perdu 9-0. Je m'étais pris une tôle par une fille parce que c'était en mini-poussin et c'était mixte et elle s'appelait Jennifer Aubernon. Belle paire. Elle entend. Voilà. Ouais. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, après, ça, c'est entre guillemets l'engrenage, quoi. L'engrenage positif de la compétition, des entraînements, des tournois. Monter jusqu'à -2, de non classé à -2, ça a été quoi les étapes? Alors au début j'étais pas mal, pas mal. Au niveau de la Ligue de Seine-Saint-Denis, j'étais plutôt pas mal. J'étais un peu dans les meilleurs, on va dire, dans le petit groupe de 5. J'étais pas qualificatif pour les championnats de France, mais presque. Et donc j'étais 31. Après j'ai été 15-3. Je suis monté régulièrement 15-2. Bon, et ainsi de suite. Mais vers l'âge de 13-14 ans, en fait, j'étais à quoi? Je devais être à 15-1, quelque chose comme ça, 15-2. Et bon, j'étais en retard. Tout simplement, j'étais en retard. J'avais pas les résultats sur quelques tournois nationaux. J'avais pas les résultats qui allaient. En termes de classement, voilà, j'étais en retard. Donc, du coup, j'ai mon idée d'être joueur de tennis pro, parce que quand on est gamin, on rêve toujours d'être joueur de tennis pro. Et avec les posters et tout qui va bien. Et du coup, je me suis dit, je veux être quand même dans le domaine du tennis parce que c'est ma passion. Mais du coup, je vais essayer de mener à la fois études, expérience, commencer à entraîner et puis essayer d'avoir le meilleur niveau de tennis possible. Donc, j'ai continué à mener tout ça un peu de front. Ouais. Et puis, après, je suis monté 15, 4-6, 2-6 et ainsi de suite. Je devais avoir 20 ans à peu près quand j'étais à 20 ans, 21 ans, quand j'étais à -2, quoi. D'accord. Calculer -4, je précise. Oh, et harmoniser -2 les boules. T'étais déjà pointilleux sur la prépa physique ou c'est venu après? En fait, j'avais un jeu où j'ai aucune technique, enfin très mauvaise technique, et j'avais un prof à l'époque où fallait pas faire la faute, quoi. Fallait pas rater. Et donc c'est marrant, après coup tu réalises un peu tout ça. Finalement, il était pas énormément basé sur la technique, mais plus sur vraiment la défonce. Donc on faisait beaucoup d'entraînement physique, c'était beaucoup à base de défis. Quand j'y repense maintenant, c'était des trucs de dingue, c'était des séries d'1 minute, le plus grand nombre de tours à la corde à sauter, c'était des tribunes, celui qui
celui qui sautait le plus de marches, c'était que ça tout le temps, en fait, que de la compétition, du jeu et beaucoup basé sur le physique. Donc, globalement, mon tennis, j'étais 3 mètres derrière et, et je poussais et j'attendais. Un bon raton. Un bon raton. Je lâchais les quadrilles, 4 mètres derrière sur terre et on attend que ça se passe. Mais bon, à un moment donné, j'étais limité. J'ai gagné jusqu'à -15 comme ça. Mais quand je jouais à -15, jusqu'à -4, je pouvais rivaliser -15, -30. À l'époque, -30, je crois que ça n'existe plus. Mais après, au-delà, je me faisais découper, quoi. Mon service était trop faible et je me faisais défoncer. T'es de quelle année, toi, Seb? 78. 78. Et j'ai vu une interview que tu faisais avec Patrice Agelower, où voilà, à son époque, la prépa physique était des Yannick Noah et compagnie était assez light, peu professionnalisé. Toi, tu es arrivé dans un wagon où ça a pris un espèce de dingue, quoi. Ouais, c'était dans les années. Déjà, quand j'étais donc à Vendôme au club, c'était déjà en 2001. Et déjà en 2001, dans ce centre d'entraînement, moi, j'avais impulsé déjà quelque chose, on va dire, d'un peu plus carré, un peu plus structuré, où le club m'a donné cette chance-là aussi à l'époque de dire, bah voilà, on va mettre des créneaux de prépa physique. J'avais fait un petit coin dans une salle avec un rack, des haltères, une barre, quelques poids, des élastiques, et puis petit à petit, on a aussi mis cette préparation physique en dehors des heures d'entraînement tennis, avec des petites animations le dimanche, enfin voilà, pour que tout le monde se prenne un peu au jeu. Donc c'est vrai que ça a été vraiment l'essor de ça à ce moment-là. À l'époque, c'était un footing. Enfin, tous les anciens entraîneurs comme Patrice Agelower le dit bien, c'est que avant c'était des footings, un peu de stretch, 3-4 abdos et puis en avant. De toute façon, maintenant, quand on voit dans les chaînes un peu qui montent les matchs, mais que ce soit n'importe quel sport, hein, quand tu vois le foot en ce moment, l'autre jour je regardais à un quart d'heure, mais les matchs de Coupe du Monde de foot 1982, tu vois les gars dans leurs t-shirts, ou même du tennis, c'est pareil. Tu as l'impression que c'est pas le même sport, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc il y a eu ce boom. Il fallait optimiser les choses aussi à un moment donné, techniquement, tactiquement. Finalement, quels sont les paramètres sur lesquels tu peux jouer pour améliorer la performance. Et ça, c'était un secteur qui était pas mis en avant. Tu sentais, toi, que ça allait exploser, se professionnaliser comme ça, ou c'était pas forcément… Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mes études, en fait, avec mon Master 2, c'était beaucoup basé sur biomécanique, physiologie, anatomie, tout ça. Donc, tu sentais qu'il y avait quand même… C'était un peu… pas dans les laboratoires, mais c'était étudié vraiment au niveau, au niveau théorique, quoi. C'était beaucoup ça. Mais c'était pas encore, c'était une niche, quoi. Donc ça commençait pas mal à l'époque. Je me souviens au rugby, il y avait des choses où on commençait à réfléchir quelle était la pratique par poste, par exemple au rugby, comment ça se passait, quels étaient les temps d'effort, quels étaient les besoins énergétiques, tout ça, musculaire. Donc ça commençait petit à petit à prendre forme, en fait, tout ça. Et puis, bon, on sait qu'au physique, il y avait des choses qui étaient mises en place. Et puis, bon, ça s'est fait naturellement. Mais je me suis pas dit, tiens, oui, là, il y a quelque chose à faire dans le domaine de la prépa. Pas du tout. J'ai fait un peu inconsciemment, en fait. Hein. C'était ma passion. C'est ce qui me plaisait. J'adorais ça. Et tu as toujours voulu être au contact du tennis, point barre, pas de négociation possible? Il n'y a rien d'autre qui existe pour moi. Tu sais, une petite anecdote, j'ai fait donc le Doug Staps. Donc en Doug, au début, c'est moitié théorique, moitié pratique. Enfin, maintenant, c'est plus Doug. Je parle comme un vieux, mais bon, bref, à l'époque, c'était Doug. Et en fait, Doug aujourd'hui. Ouais, et en fait, tu dois faire théorique, pratique. Et donc dans cette pratique, j'ai pratiqué en 2 ans 26 sports différents. Ah ouais. Je les ai quasiment tous faits, en fait, pour pouvoir vivre, ce qui était bien. Donc, j'ai tout fait, hein, tous les sports de combat, judo, escalade, tout, hockey sur gazon, tout, enfin, sauf les trucs hockey sur glace, voilà, des choses vraiment ski, tout ça, mais bon. Et ben, en fait, j'étais nul partout. Donc, je me suis dit, putain, je regrette pas, je suis nul, en fait. Sportivement, j'étais pas bon pour les sports collectifs. Bon, ok, à un niveau minimum, parce que je bougeais, je courais, mais pas d'agilité. Tu sais, des fois, tu peux te dire, ça se trouve, je suis super doué pour quelque chose ou pour une activité ou un truc. Et en fait, ça m'a rassuré. J'avais bien fait de faire tennis parce que j'étais pas super talentueux, mais en tout cas, je pense que c'est là où j'ai optimisé mon potentiel, quoi. C'est énorme parce qu'on dit souvent qu'il faut insister là où on est bon. Et en l'occurrence,
ça a plus que payé. Bah ouais, puis en fait, je me suis pas. Ouais, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes 3 fois, 4 fois par semaine, même quand j'avais 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, en fait, il y avait que le tennis qui comptait, quoi. J'allais à Roland-Garros, c'était la journée de fou. J'allais une journée par an à Roland-Garros, j'allais une journée par an à Bercy, et c'était exceptionnel, quoi. C'était 2 journées dans l'année, c'est impossible de rater, du matin à l'ouverture jusqu'au soir. Je lâchais rien. Et donc je me suis jamais posé la question d'avoir envie de faire d'autres sports ou d'être dans d'autres domaines ou de. Non. Après, c'était vraiment le tennis au début, c'était pas particulièrement la préparation physique. Mais bon, quand j'y repense, c'est là où après coup tu réalises. J'ai toujours en fait aimé ce côté un peu dépassement de soi et puis de quelque part d'arriver à partager la volonté de bouger, le challenge. J'avais des copains sur la plage, j'avais 8-10 ans et j'organisais des concours de saut en longueur sur le sable, des trucs de volley. Ouais, je me souviens déjà quoi. Déjà. Et c'est quand tu repenses à tout ça, tu te dis ah ouais, mais en fait c'était un peu inscrit dans les gènes ces trucs-là. T'imaginais quand t'étais comme un dingue, quand t'allais une journée à Bercy ou à Roland, pouvoir un jour accompagner Impossible. Serena, Impossible. Grigor? Impossible. Impossible. Comment En fait, je me disais pas, ce sera impossible. C'est que les joueurs de tennis et tout ça, ça brille. Donc, quand t'es gamin, t'as les yeux qui pétillent, tu regardes. Et je me disais pas impossible, c'est pas le mot, mais c'était un rêve. Mais j'ai pas le sentiment à l'époque de me dire, ouais, de toute façon, laisse tomber. Non, je me suis toujours donné les moyens. J'ai pas pensé forcément à plus long terme. J'ai juste continué à dérouler à dérouler mes études, à dérouler mes entraînements de tennis, à être passionné par ce que je faisais et puis quelque part à saisir les opportunités et à me laisser aller un peu par le flow, quoi. Mais je me suis jamais mis de barrière, par contre, à l'inverse. Donc c'est pour ça, je me suis pas dit impossible, mais c'est bon, ça paraissait quand même quelque chose. Et d'ailleurs, des fois, j'ai encore, toujours, et j'espère que je le garde, et même quand des fois j'avais Serena évidemment ou d'autres joueurs forts, de me dire, mais tu sais, de prendre un pas de recul à un moment donné, dire, attends, qu'est-ce que je fais là? Je suis où là? Tu sais, ça dure 4-5 secondes, puis après, tu es dans l'action, tu te dis, bon, bah, ok, c'est un être humain, faut faire en sorte qu'il soit plus performant, qu'il gagne des matchs, que cette personne, peu importe, mais que cette personne aille plus vite, saute plus haut, se blesse moins, soit plus endurante, gagne des matchs, enfin, tu vois, tu penses à ça. Mais il y a des fois où, ouais, quand tu vis des night sessions à l'US Open ou des trucs comme ça, ou gagner Roland Garros avec Serena en 2013 ou gagner le Masters avec Grigor en 2017, c'est des Après tu te dis bon bah écoute tu sais quoi, bah je peux faire autre chose, je sais pas. C'est bon quoi, c'est bon. Comment le flow t'a emmené à Mouratoglou, à l'académie? C'est par l'intermédiaire. Donc j'ai eu une belle école de formation à l'époque avec Patrick Labazui. Il y avait Patrick Labazui, Nicolas Genzé, Jean-Charles Quillon qui était donc au Pôle France à Poitiers et j'ai passé une année exceptionnelle là-bas. Et je sais que Patrick Mouratoglou était un peu en contact avec Patrick Labazui parce qu'il se voyait sur les tournois un peu 13-14, les tournois internationaux, tout ça. Et Patrick était en plein développement de son académie à Montreuil à l'époque. Et il l'a appelé en lui disant est-ce que tu n'aurais pas des jeunes entraîneurs motivés et ainsi de suite. Et ça, moi, c'était à l'époque où j'étais donc à Vendôme. Et donc Patrick Labazui lui a dit bah écoute, j'ai ce gars-là qui est venu il y a 2-3 ans chez nous, qui est passé et c'est un jeune sympa, motivé, compétent, appelle-le et puis tu verras. Et donc bah il m'a appelé et puis j'ai hésité un peu au début parce que quelque part t'es dans une structure club. J'étais bien, ça se passait bien, les matchs, le schéma entre guillemets classique, match par équipe, entraînement, tout ça. Et puis quand il m'appelle et qu'il me dit bah voilà, l'académie elle est à Paris, elle est en région parisienne, il y aura peut-être des voyages, enfin tu rentres dans un univers que tu connais pas forcément. Et puis je me suis dit bon bah banco, on y va, on tente et puis ça se trouve je retournerai au club, je reviendrai au même club ou j'irai dans un autre club, mais au moins j'aurais pas de regret de ne pas avoir tenté l'expérience quoi. Ouais, à ce moment-là. Et j'ai commencé là-bas avec Seb Lavie. Ah oui, énorme, Seb Lavie. Et puis et avec qui maintenant je bosse, donc c'est une belle histoire, je suis super heureux de ça, c'est génial. C'est génial. Ah ouais, à ce moment-là, ouais. Après t'as enchaîné aussi avec Marcos, avec Pauline Parmentier, avec Camilla Giorgi. Tu étais assez jeune à ce moment-là. Comment tu te perçois aujourd'hui quand tu revois le Seb de l'époque?
quelques erreurs de jeunesse forcément à l'époque, tu vois, d'avoir comme n'importe quel jeune où tu as envie, tu veux bien faire, tu es ultra motivé, j'étais prêt à voyager n'importe où, n'importe quand. Enfin, j'avais soif, j'avais faim. Ouais. Et du coup, je mettais plein de choses en avant, j'avais envie de faire plein de trucs. Mais j'ai eu l'énorme avantage, et je pense aussi cette qualité, c'est à la fois effectivement de saisir l'opportunité que m'avait donné Patrick à ce moment-là, mais il y avait énormément de coachs, des coachs tennis, des coachs physiques et des parents et des joueurs. Et je pense avoir eu cette qualité de me dire, OK, j'ai cette motivation, mais cette qualité d'écoute et de chercher à continuer, et j'essaye encore maintenant toujours, bien sûr, de continuer à apprendre et de pas se dire, OK, je fonce tête baissée, moi j'ai raison, les autres ont tort, je sais que c'est comme ça, je vais foncer, je sors de mes études, j'ai un peu d'expérience, la physiologie, la bioméca, le machin, c'est comme ça. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, faut aussi écoute. Et à l'époque, il y avait des entraîneurs d'expérience et tous ces gens-là avec qui j'ai discuté beaucoup, que j'ai beaucoup observé, que j'ai été voir, j'ai appris énormément aussi du contexte médical. J'allais assister aux séances de kiné. On avait Christophe Sauziert qui s'occupait de la nutrition à l'époque, donc j'allais avec lui sur des consultations de nutrition, sur quelques analyses de prise de sang. Alors, je suis pas au niveau de ces gens-là parce que je suis pas nutritionniste, mais si tu veux, ça m'a permis d'ouvrir complètement mon bagage et puis j'étais curieux, quoi. Des bouquins, des machins. À l'époque, il n'y avait pas trop YouTube, mais c'était des bouquins. Dans les voyages, dans les avions, dans les trains, je prenais toujours 4-5 bouquins et limite, je diminuais le nombre de shorts et de t-shirts pour que mes bouquins rentrent pour pas être, overweight quand tu passes. Il faut être limité à 23 kilos. Mais c'était ça, la soif d'apprendre. Mais surtout, voilà, c'est ça. C'est de pas avoir été, et je vois, des fois, ça arrive d'avoir des jeunes qui débutent dans le métier, que ce soit tennis, physique ou quoi que ce soit. Et si tu veux, ils sont ultra motivés, mais de temps en temps, et moi je leur dis avec de la bienveillance, mais je leur dis, prends ton temps aussi et écoute. Et quand je leur dis, écoute-moi, je parle comme un vieux sage, mais écoute-moi, je vais te faire gagner du temps. Voilà, ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'au début, t'y vas, et puis bon, Mais j'avais déjà pas mal d'expérience, parce que moi j'ai commencé à entraîner, j'avais 13 ans. Yes. J'étais à l'école de tennis, c'était tout de suite mon envie de partage. Ouais, moi, je donnais des coups de main, mais j'étais à l'école de tennis. J'ai tout testé à l'époque. Tous les programmes fédéraux, je les ai tous testés. Mini tennis, club junior, tous les programmes adultes. J'ai tout testé. Combien de temps t'as fait à l'académie et comment t'as enchaîné par la suite? Donc, j'ai fait 10 ans. J'ai entraîné pendant 10 ans à l'académie, où on est parti au physique. J'étais pendant un moment donné tout seul. Et puis après, ça a grossi. En fait, j'ai grossi au fur et à mesure que l'académie a grossi. Ouais. Donc, j'ai recruté un prépa physique, puis 2, puis 3. On a fini à 6 prépas physiques. Il y avait 3 kinés, un ostéo, nutritionniste. Il y avait tout un staff médical. Il y avait un pôle santé. On avait une équipe. C'était avec des compétences et tout. C'était exceptionnel. On avait vraiment quelque chose c'était extraordinaire. Les joueurs venaient pour l'académie, pour Patrick, mais venaient aussi pour de temps en temps faire des stages un peu santé, prépa physique aussi en plus du tennis, quoi. Donc ça, c'était ce genre de choses. Ouais. Non, c'était vraiment c'était exceptionnel. Et puis l'académie a bougé dans le sud. Ouais. Et puis c'est un peu un mélange de raisons, c'est-à-dire à la fois j'avais ma famille qui avait cette stabilité, qui en région parisienne, on était bien et j'avais pas envie de tout bousculer. Et puis en fait, l'idée, c'était de recommencer quelque chose, alors en plus grand, mais de recommencer quelque chose que quelque part, j'avais déjà fait. Et puis, il y avait autre chose. Donc, c'est un mélange d'un peu de tout. Et puis, c'était aussi de me dire, j'ai envie de voler de mes propres ailes, quoi, en fait. J'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie d'aller vers un peu plus de formation. J'ai envie, pourquoi pas, d'aller m'orienter vers d'autres sports. J'avais envie d'autres choses. Ouais. Et donc, moi, j'ai dit à Patrick, écoute, j'ai besoin d'un peu de temps, tout ça. Bon, il a bien compris. Et je lui ai dit peut-être que ça se fera dans le futur, mais on verra. Mais donc, voilà. Et donc, j'ai créé ma société en 2014. Ma propre société. Et j'ai continué les mêmes choses avec les joueurs. Donc, j'ai continué avec Serena à l'époque et Patrick était coach. Donc, j'ai continué, mais j'étais en privé. Et puis, j'ai donné quelques coups de main sur le démarrage là-bas à l'académie. À Biot et puis ça s'est fait pareil un peu
naturellement, j'ai continué à développer des choses par des rencontres, par des opportunités, à développer, entre guillemets, ma société, quoi. Donc, via l'académie, tu as commencé à collaborer avec Serena Williams, qui se fait de mieux Oui, en termes de ouais, parce physique. que pour être très honnête, Serena Williams n'est pas venue pour Sébastien Durand au physique, hein. Non, mais sur la toute première session physique avec Serena, qu'est-ce que tu t'es dit? Enfin, à un moment donné, c'est quand même le Graal, quoi, non? C'est le top du top. Si tu veux, au début, tu y penses et tu te dis, on n'a qu'une seule fois la possibilité de faire une bonne première impression. Tu sais, la fameuse phrase ou la fameuse truc. Et donc, du coup, un peu de pression et en même temps, quand tu es confiant en ce que tu dis, en ce que tu crois, et puis bon, c'est pas du jour au lendemain, bonjour, je viens t'entraîner. On fait des sas d'entrée, on en avait discuté avec Patrick, on avait discuté avec les kinés à l'époque. C'était vraiment la reprise du tennis pour elle, hein, en 2012. Donc c'était vraiment une reprise. Et c'était. Puis quand tu es dans le truc, après, encore une fois, c'est un être humain avec. C'est un tas de muscles, un tas d'os, un tas de ligaments, un cerveau. Et puis tu fais abstraction. Après, une fois que tu es parti, tu as la passion qui te guide, la passion et le côté pro qui revient. Et du coup, tu t'es embarqué dans le truc, quoi. Et moi, ça m'est arrivé à certains moments, justement, pas de l'engueuler, mais dans le sens positif, de la secouer, de la faire réagir sur certaines choses, tu vois. Puis après, tu dis, attends, là, je veux bien t'engueuler. Mais bon, après, c'est cette relation que tu crées aussi au début, tu vois. Donc, tu y vas étape par étape, évidemment. Parce que c'est sûr que quand tu commences à faire un échauffement, par exemple, à Serena, tu te dis, mais attends, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'elle fait des échauffements, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi. Tu vois, donc, essaye de trouver de la motivation, tu essayes de provoquer des choses, enfin voilà, il y a plein de petites clés que tu essayes de trouver pour obtenir, parce que moi, j'avais un objectif clair en tête. Après, c'était les moyens à trouver pour atteindre cet objectif-là. Combien de temps tu as fait avec Serena? 2012, donc on a commencé en 2012, 3 ans, jusqu'en 2015, je crois. Et vous avez gagné combien de grands chelems ensemble? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'étais pas sur tous les grands chelems, mais souvent je faisais la préparation 8 jours à 10 jours avant. Des fois, ça m'est arrivé de rester sur les 2-3 premiers matchs. Puis en fait, quand la machine était lancée, après, je pouvais prendre l'avion, rentrer à la maison serein et derrière, bim, ça s'était envoyé l'US Open. Évidemment, le meilleur souvenir pour moi, ça reste Roland Garros en 2013, quoi. C'était parce que c'est Roland Garros, parce que elle était dans une forme physique top. Et puis à l'époque, c'était vraiment la rivale. Et ben Maria Sharapova en finale. Enfin, donc ouais, super moment, évidemment. Comment tu t'es rapproché de Grigor après? On est toujours resté en contact. C'est-à-dire que lui est parti de l'académie. Alors je sais plus en quelle année. Ça doit être 2012, peut-être 2013. Ouais. Il est parti, lui, en Suède pour une année. Après, il était avec des personnes en privé, mais on restait toujours en contact. Mais je n'étais pas vraiment avec lui à ce moment-là. Et puis, il m'a rappelé en 2014, 2015, je sais plus exactement, en me disant, voilà, est-ce que moi, j'avais passé 5 ans à l'entraîner à l'académie, entre ses 17 et 22 ans. Et il me dit, est-ce que tu veux bien jeter un coup d'œil sur moi, voilà, t'intégrer dans l'équipe, me donner ton avis, ce que t'en penses sur de la programmation, sur des choses comme ça. Donc c'est commencé. Je dis écoute, moi bien sûr, on est toujours resté en de bons termes. Et je lui dis écoute, avec plaisir, si je peux t'aider, je t'aide, quoi, au contraire. Et puis ça s'est fait comme ça, et au fur et à mesure, après ça a été est-ce que tu peux venir toute l'année avec moi et me suivre, parce que il me dit voilà, je veux être top 10, je veux faire des grandes choses, je veux être dans les meilleurs du monde, je veux gagner des grands tournois, et j'ai besoin d'une équipe autour de moi solide et qui puisse être vraiment, enfin, qui puisse s'occuper de moi à plein temps, quoi. Tu l'as accompagné combien de semaines par an? Alors, les plus grosses semaines que j'ai fait, ce qui est pas énorme, attention, il y en a qui font bien plus, j'ai fait à peu près autour de 20 semaines à peu près. Okay. 20, 22, 23 semaines à peu près. Mais il y en a qui font beaucoup plus, hein. Il y a des coachs tennis qui font 40 semaines, hein, 35, 40 semaines. Mais il y a deux choses, c'est que le physique, déjà, il y a
entre guillemets, moins besoin, évidemment. Moi, ce que je lui ai dit, et Grégor le sait, c'est que moi, je préfère être plus sous forme d'impact, c'est-à-dire venir au moment où tu as vraiment besoin. Tu n'es plus à un tournoi, je me rends disponible pour toi. C'est-à-dire que mon métier est organisé autour de lui et je me rends disponible pour lui en fonction de ses résultats en tournoi. Mais je voyage pas autant. Moi, je tiens à préserver ma vie aussi, ma famille et développer aussi et avoir une autre vision des choses aussi, quoi. Ouais. Et puis surtout apporter des choses. Moi, j'aime bien. En tournoi, c'est sympa, mais c'est bien parce que c'est l'essence, il y a le tournoi et tout ça. Mais moi, ce que je préfère avant tout, c'est mettre les mains dans le cambouis, quoi. On y va, on va dans la salle, on va bosser, on va courir, Enfin voilà, c'est des journées remplies, quoi. C'est ça que j'aime parce en tournoi, c'est plus limité, quoi. Donc c'est pas, j'aime bien sur d'autres aspects, mais c'est pas ma partie favorite de toute façon. Grégor, j'ai 2 images de lui. Tu me dis ce que tu en penses. Il y en a une où j'étais allé à Montpellier. Je l'avais croisé et il y avait à côté du desk des joueurs, il y avait une espèce de saladier de bonbons. Il avait pris une poignée qu'il avait mangé, mais englouti, quoi. Donc ça, c'est une image. Et il y a l'autre image. Et il y a l'autre image que j'ai, c'est que c'est physiquement, c'est une espèce de Ferrari. Le mec a des capacités de dingue. De l'intérieur, comment tu l'as vécu, toi, avec lui? Alors, les bonbons ou les bonbons, en fait, sa personnalité globale. Non, les bonbons, c'est effectivement sa personnalité. C'est que de temps en temps, il a besoin de ça. Faut pas se voiler la face. Tu peux pas non plus, à un moment donné, verrouiller tous les joueurs et toutes les joueuses et, tu vois, à manger à telle heure précisément, la quantité. Enfin, quand t'es pendant un match, c'est différent. Maintenant, de temps en temps, tu vois, de temps en temps, je veux dire, c'est pas parce qu'il va manger quelques bonbons que automatiquement, tu vois, on a cet avantage-là quelque part au tennis. Avantage ou inconvénient, attention, hein, ça dépend comment on juge, mais c'est que tu peux très bien t'envoyer un burger frites avant de rentrer sur le terrain et tu peux quand même gagner le match. Chose que si tu vas faire, je sais pas moi, un triathlon ou tu vas courir un marathon, si tu t'envoies le burger frites avant le marathon, tu peux le finir, mais bon, ça dépend dans quel état, quoi. Ouais. Donc, tu vois, je suis toujours partisan de dire à partir du moment où il y a cette éducation et cette pleine conscience, de temps en temps, faut un peu de lâcher prise, quoi. Tu vois, de temps en temps, ça fait du bien au moral et voilà. Sur l'aspect physique, c'est de toute façon, il y a une grande partie aussi génétique aussi. Il y a une grande partie. Il aime le sport, tout simplement. Il aime le sport, il aime bouger. Et c'est un athlète complet. Moi, je ne fais finalement que orienter et tailler cette espèce de diamant, si tu veux, physique, quelque part. Mais tout ne vient pas de moi, ce serait ultra prétentieux de le dire, et c'est vraiment lui qui a des qualités hors normes. Mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de sport, beaucoup de sport, parce qu'il est… Alors, autant moi, je suis nul dans beaucoup de sport, autant lui, il aurait pu faire en athlète du 100 mètres, il aurait pu courir au 1500, il aurait pu courir le 10 000, il adore courir. Je le freine. Il adore courir. C'est un fou de ça. Dès qu'on va faire une séance sur la piste d'athlète, il me dit, ouais, je peux mettre les pointes et tout. Enfin, il est au taquet, quoi. Au taquet. On avait fait une fois, je me souviens, 1 ou 2 fois, on avait fait de l'escalade. J'étais obligé de dire, bon, faut qu'on arrête, faut qu'on s'en aille parce qu'on n'a que 2 heures dans la salle. Attends, je tente encore et tout. Parce que tu le mets sur l'escalade, il adore l'escalade. Tu le mets en montagne. On a fait une prépa en montagne au mois de décembre, dans la neige. Il court dans la neige, il va adorer courir dans la neige. Tu le mets dans une salle de muscu, il adore. Tu l'emmènes faire du vélo, prendre un vélo de route ou un col. En fait, c'est un sportif. Il aime le mouvement et c'est un boulimique de bouger, de faire du sport dans tous les sens. Donc, il faut aussi canaliser ça. Moi, quand il avait 17, 18, 19 ans, je me disais, il est jeune et tout. Mais là, il va bientôt en avoir 29 et en fait, c'est pareil. J'imagine que le meilleur résultat sportif et meilleur souvenir, c'était le master avec lui. Qu'est-ce qui se passe chez ce joueur pour qu'il soit autant en dents de scie alors que il garde le capital physique et tennistique incroyable, quoi. Ouais. Après, si tu veux, c'est là où quand tu es de l'extérieur, et moi, je les vois et il le sait, tout le monde le sait, et tu te dis, mais attends, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, tu te dis ça, mais quand tu as
toutes les informations, l'historique, quand tu sais ce qui se passe de l'intérieur aussi, je dis pas que c'est une excuse, mais tu te dis, bah, ok, il y a eu énormément, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, mais il y a eu énormément d'attentes. C'est-à-dire qu'il avait 17 ans et tout le monde disait le fameux Babyface, machin truc. Tout le monde l'attendait énormément à ce moment-là. C'était sûr qu'il allait être numéro 1 au monde. Et quelque part, il a été très, très vite, tout de suite, énormément exposé. Moi, je me souviens, il était en Thaïlande et il m'appelait. Il avait une wildcard, il était 250e et c'était un gros challenger. Il y avait des gars top 100 et tout. Et il me disait, donc je lui disais comment ça va, bon, on parlait de ça. Il me disait, mais moi je veux juste faire le tournoi, on m'a donné une wildcard, c'est sympa. Mais en fait, il me dit, tout le monde est sur moi tout le temps. Et quelque part, il y avait cette espèce d'attente, de stress permanente des joueurs. Ah, c'est le nouveau machin, les médias, les télés, les radios, les trucs, la presse, tout le monde était finalement sur son dos. Donc, alors après, ouais, on va dire, bah ouais, il faut être capable de le gérer, ça fait partie du boulot, ouais. Mais si tu veux, tu prends l'exemple, par exemple, de Zverev, il a grandi un peu plus dans l'ombre. Tu vois, il était un peu plus dans l'ombre de son frère, par exemple, ce qui lui permet de pouvoir finalement grandir. Après, tu as d'autres joueurs jeunes qui s'en sortent peut-être mieux que lui à l'époque, mais du coup, il a traîné un peu ce boulet quelque part de pression constante et de savoir qu'il a toutes les capacités pour le faire. Mais quelque part, quand tu retournes, tu vois, psychologiquement à l'inverse, tu te dis, bah, ouais, j'ai toutes les capacités, donc si je le fais pas, c'est que je suis pas bon. Enfin, tu vois, c'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est pas simple, si tu veux. C'est pas juste, ah bah, ok, t'as toutes les qualités, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, hein, quand je vois des matchs, des fois, et que je le vois rater un coup droit ou un truc, comme n'importe quel supporter, hein, et là, tu es sur le côté, tu regardes, et là, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout? Tu vois, bah ouais, mec, mais vas-y, prends la raquette, vas-y, fais-le. Enfin, tu vois, c'est pas 1 + 1 = 2. Pas toujours, en tout cas. Des fois, ça l'est parce que tout est bien encliqué. Et puis, des fois, bah, il y a un petit grain de sable dans la machine, si tu veux, qui fait que ça s'enclique pas vraiment. Mais je reste persuadé, et d'autant plus ses qualités physiques, et d'autant plus qu'on voit maintenant avec des exemples comme Federer ou Nadal qui continuent à jouer au tennis tard, je pense qu'il sera de toute façon à maturité tardive. Ok. De toute façon, si je suis toujours avec lui, c'est que je crois toujours en lui. Sinon je m'occuperai plus de lui. Allez, là. Non, bien sûr. Et là, il va avoir 29 ans, mais physiquement, tout va bien. Il est en forme. Il a faim encore? Ouais. Ben ouais, parce que en fait, et ce que je peux comprendre, c'est qu'il a pas prouvé tout ce qu'il avait à prouver, quoi. Ouais. Et donc tant je pense, il aura pas ça, il lâchera pas le morceau. Donc ouais, il a des choses à faire. Quoi, je sais pas, il a déjà prouvé des choses, mais tu sais, c'est quand tu prouves que tu es capable de le faire, parce qu'avant, tu as toute cette attente, quels que soient les jeunes, c'est que c'est toujours un pari au début. On te dit, ouais, t'es bon, tu vas y aller. Ok, mais pour l'instant, je me suis pas prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Et puis, quand tu y arrives, tu te dis, ah, ok, maintenant, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux battre les meilleurs du monde. Je sais que j'ai la capacité de gagner des grands tournois et de pouvoir tenir longtemps sur un grand chelem, par exemple, et d'aller, en l'occurrence, pour lui, plusieurs fois en demi-finale. Mais, tu vois, donc c'est cet aspect-là où tu dis, ok, maintenant, je sais que je peux le faire. Donc, quelque part, il a passé ce stade-là. Maintenant, c'est avoir cette constance et cette solidité qui va faire que. Et puis la concurrence, elle est costaud aussi. Attention, hein, il y a lui, mais il y a les autres. Il faut pas non plus. Il a la capacité de le faire, mais il y en a beaucoup qui ont la capacité de le faire. Et là, comme on dit, la jeune génération qui arrive, ils sont au top. Ils sont au top physiquement, mentalement, ils ont peur de rien ni de personne. Donc ça va être dans les années à venir, ça va être super ouvert, plus ouvert que les années qu'on a vécues, même s'ils vont encore s'accrocher un peu les vieux là, mais à un moment donné, ils lâcheront. Tu parles de capacité à faire. J'ai fait un épisode avec Marcos qui était méga intéressant parce que il m'expliquait à quel point le tennis lui avait apporté, mais que ça avait été dur pour lui, ça avait été une grosse question de sacrifice. Et j'ai eu l'envers du décor avec son ancien coach Guillaume Père qui me disait, oui. Mais tu sais, Marcos, quelque part, il est arrivé à un moment donné où il était 30 et ça lui allait bien comme ça. Il n'avait plus forcément
même s'il avait les capacités, ni Ouais, la ouais, ouais. claque, ni l'envie, tout ça. Donc, à un moment donné, est-ce que tu as envie de mettre l'énergie nécessaire, quoi? Ça passe par là. Ah bah, est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices pour? Est-ce que tu es prêt à… Ouais, parce que quelque part, ok, on voit la partie immergée de l'iceberg, c'est beau, les beaux hôtels, les machins, les trucs. Oui, oui. Mais en même temps, c'est des fois, bah, comme tout le monde, t'as pas forcément envie d'aller à l'entraînement ou t'as pas envie de te mettre dedans ou enfin voilà, c'est pas facile tout le temps, tous les jours. Donc c'est des efforts. Et ces efforts-là, effectivement, aujourd'hui, Grigor, il a pas besoin de moi, il a pas besoin d'un entraîneur de tennis pour rester dans les 100. Il va faire, j'exagère, il va faire un peu de footing, un peu de corde à sauter, il va un peu dans la muscu, hop, il va gagner quand même quelques matchs et puis il se maintiendra dans les 100. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu veux aller plus encore? Et c'est son cas. Enfin, je suis pas dans sa tête, mais en tout cas, je pense que c'est son cas d'avoir faim et d'avoir envie de continuer à prouver des choses. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut aussi se poser les questions et les bonnes questions surtout. En 2-3 mots à chaque fois, est-ce que tu peux nous dire les qualités des joueurs et joueuses suivants? Vraiment très synthétique, 2 ou 3 mots. Et Ouais. ce que tu penses avoir apporté, ta petite touche à chaque fois, tu vois. Donc, ça va pas forcément être dans l'ordre chronologique, mais auprès de Aravan Rezaï, par exemple. Une ou deux qualités, et ce que tu as apporté. Qualité, facile. Explosivité, et j'aime bien toujours relier le physique au mental quand même aussi. Esprit combatif. Yes. Et ce que j'ai apporté de la, comment je pourrais dire, de la professionnalisation dans le tennis. C'est-à-dire que mon objectif, c'était vraiment toutes les qualités qu'elle avait développées, de la façonner pour qu'elle puisse être plus performante sur le court. Donc, j'ai vraiment travaillé par petites touches physiques, plus par détail que par grande capacité, j'ai envie de dire. C'était en gros, en haut du corps, c'était mais hallucinant et ça reste certainement dans les plus beaux souvenirs que j'ai vécus, c'était quand on était à l'entraînement, que son père envoyait des balles et qui frappait des balles au panier. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était exceptionnel, l'explosivité, la rage, l'engagement, c'était incroyable. Mais il fallait que ça tienne au sol, il fallait qu'il y ait des bons appuis, parce que sinon, bah, ça va tout droit dans la bâche. Ouais. Donc voilà, c'était plus vraiment cet œil extérieur que j'ai pu apporter quand il y avait Patrick ou quand il y avait le père, ou enfin voilà, toute cette collaboration. Oh, j'ai été très long, il va falloir que je sois beaucoup plus rapide. Ouais. Pauline Parmentier. Mais tu sais, là, je pars sur des sujets, là, je peux parler 1 heure. Hein. C'est non, comme la liste est assez longue, essaye de rester. Ok, je fais plus court. Yes. Pauline Parmentier. Je l'ai pas eu beaucoup, Pauline. Hein. Je l'ai eu un petit peu. Pauline, qualité physique exceptionnelle. Et du coup, j'ai apporté plus du spécifique sur le terrain, le peu de temps où je l'ai eu. Ok. Et qualité physique exceptionnelle, précisément. Tout. Bah, par exemple, une des premières séances que j'ai faites avec elle, c'était, on avait été faire un bike and run, je me souviens. Ouais. Tu sais, tu as un vélo pour deux. C'était en période de prépa foncière. Ouais. Et on avait fini, c'était une grosse course d'un bon niveau, dans la boue, montée, descente et tout. Et on était à 2 et on avait fini, je sais plus, 3e sur une grosse course. Hein. On avait fait podium. Et les gars ou les filles à la fin qui étaient quand même des habitués, alors que bon, moi un peu, j'en faisais un peu, mais Pauline, c'est la première fois de sa vie. Et les gars étaient venus nous voir et ils nous avaient dit, vous êtes bons et tout, vous faites quoi, vous venez d'où? Et puis il m'avait dit, ta copine, elle envoie. Je dis, ouais, bah ouais. Donc quand je dis qualité, vraiment, alors là pour le coup, c'était vraiment des qualités physiques, c'est-à-dire force, vitesse, endurance. Ouais. Une vraie sportive, une sportive. Vraiment. Alizé Lim. Alizé Lim, alors, qualité. Ouais. Qualité, c'est, je dirais, qualité physique. Hein. Ouais. Tonicité, vitesse. Ce que j'ai apporté, je dirais, tout ce qui est mobilité, relâchement et surtout, en dehors de tout, je dirais stabilité, cadrage. Oula, je sais pas si je suis clair, il faudra que je développe ça.
Non, je peux ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, parce que si tu veux, c'est une personne, on va dire, c'est une personne, Alizé, On va dire. qui, non, mais si tu veux, elle a tendance à avoir plein d'énergie et surtout quand j'ai commencé avec elle en foutait partout, quoi. En gros, ça partait dans tous les sens. Donc, l'idée, c'était de mettre un peu de l'ordre dans aussi bien ses qualités physiques, qu'elle se connaisse elle-même, de se poser un petit peu. C'est en ça que je dis cadrage, équilibre, c'était plus dans ce sens-là. Yes. Mais grosse qualité physique aussi, dans beaucoup de domaines. Une vraie sportive aussi. Camilla Giorgi. J'arrive pas à être court. Non, mais c'est très bien. Camilla Giorgi, c'est un peu pareil. Camilla Giorgi, avec son père, c'est incroyable. Ouais. Un kangourou, qualité pliométrique exceptionnelle, mais pas forcément dans le bon sens du terme, c'est-à-dire très bondissante, très explosive, mais pour le coup, ce que j'ai apporté, c'est vraiment du contrôle, de la coordination, de l'équilibre, du maintien, de la stabilité, beaucoup de choses comme ça en fait, parce que c'était un diamant physique, pareil. Pouah. Caroline Garcia. Caroline Garcia, qualité de puissance. Une fille très puissante, énormément de sérieux, beaucoup de rigueur, très 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 agréable à entraîner. Ouais. Ah ouais, vraiment super. Qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai apporté un regard très spécifique, c'est-à-dire on collaborait beaucoup avec Louis-Paul, beaucoup sur comment améliorer ses appuis, comment la rendre meilleure vraiment dans ses frappes. Donc il y avait toute une partie de physique en dehors parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin de se sentir forte physiquement et elle est forte physiquement. Ouais. Mais il y avait ce besoin de finalement comment on transfère sur le court, quoi, vraiment. Et moi, j'ai cet avantage d'avoir à la fois cette bivalence physique, mais aussi tennis, parce que j'étais joueur et j'ai entraîné aussi au tennis. Voilà, ouais. Tac, tac, tac. Serena. Serena, force de dingue. Vitesse, contrairement à ce que des fois on peut imaginer, grosse vitesse. J'ai apporté des capacités, alors cardio, c'est-à-dire pour moi ça va être cette capacité à enchaîner les efforts de telle manière à ce que moralement ce soit plus facile pour elle. C'est-à-dire qu'en fait elle était tellement à la lutte que de lui avoir redonné un petit peu de capacité cardio, notamment je me souviens à Roland en 2013, où en fait, elle était moralement plus calme parce qu'elle savait qu'elle avait plus de bagages pour que ça dure, entre guillemets, et pouvoir remettre de l'intensité. Et deuxième chose que j'ai fait, ma deuxième priorité aussi, c'était vraiment de rendre, un peu comme Aravan finalement, c'est grosse force de frappe, grosse force, mais finalement, qu'est-ce qui relie le corps au sol? C'est tout le bas du corps, tout ce qu'il y a sous le genou, mollet, cheville, pied. Et donc, c'était vraiment travailler. On avait fait un gros travail avec Patrick sur la stabilité des appuis, sur la dynamique de pied, beaucoup de choses comme ça. Elle se faisait beaucoup d'entorses à l'époque et elle s'en est fait beaucoup, beaucoup moins après parce que ça a été vraiment un gros travail, aussi bien sur le cours avec moi. C'était un travail d'équipe aussi avec tout le staff médical. Donc, c'était vraiment un gros travail d'équipe qui a été passionnant à l'époque à faire. Bien joué. Il y a un exemple quand tu dis que tout vient du bas du corps, c'est Justine Hénin. C'est incroyable, cette crevette. La manière dont ça part, quoi. Ouais. Mais c'est très bien parce que c'est ça qui est génial dans ce sport, c'est que tu peux avoir chez les gars, chez les filles, des grands, maigres, des petits, costauds, chacun a plus ou moins ses qualités, mais du coup, tu peux toujours, si tu optimises à fond ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, tu peux arriver à un très très bon niveau, quoi. Et Justine Hénin, 1m65, bon, c'est extraordinaire. Ou même maintenant, quand tu vois John Isner qui s'approche du filet pour serrer la main de Diego Schwartzmann, à un moment donné, tu te dis, c'est un sport magnifique, c'est magique. Ouais. Et que c'est Diego Schwartzmann qui gagne, tu te dis, ok, enfin voilà, tu peux trouver plein de choses. C'est fabuleux. Et Marcos, grosse force, vraiment force, excellente stabilité. J'ai apporté à l'époque surtout
un peu de tout, je dirais. Parce que pour moi, il n'y avait pas vraiment de faiblesse. Il était capable de bien tenir sur les matchs. Il avait de la force. Il avait, je dirais, un peu plus de mobilité et d'aisance à bouger sur le terrain. Mais non, il y avait peu de choses à faire. Et pour terminer, Grigor? Grigor, alors si je parle quand il avait 18 ans, c'était de la formation. Il fallait le façonner, quoi. Il fallait le façonner, mais donc qualité première, c'est l'explosivité, la vitesse, mais dans son cas, à l'époque, c'était une qualité, mais c'était un défaut, parce que il en foutait partout, quoi. Partout. Il courait dans tous les sens, il sprintait, il sautait, il plongeait, c'était n'importe quoi, des fois, une dépense d'énergie, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Je faisais 10 pas alors qu'il y en avait besoin de 2. Enfin, voilà, donc qualité de vitesse exceptionnelle, donc encore une fois, qualité-défaut. Et ce que j'ai apporté, c'est surtout de le développer dans toutes ses qualités, lui apporter plus de force, optimiser, on va dire, ses qualités de vitesse, continuer à le développer sur ses qualités cardio, et puis en dehors du terrain, mettre un cadre, mettre de la stabilité. C'est vrai que heureusement quelque part, mais quand je le vois maintenant 10 ans plus tard, ouais, c'est pas le même mec, quoi. C'est beaucoup plus cadré. Contrairement à ce qu'on peut croire d'ailleurs, hein. On croit que le gars est beau gosse et que c'est entre guillemets un peu un touriste, mais c'est très très loin d'être le cas, très très loin. Ouais. Ultra. Ouais. Comme les gens qui vont écouter ne seront pas que des pros et des coachs. Qu'est-ce que tu recommanderais? Tu nous as parlé de corde à sauter rapidement, un peu de cardio, tout ça, mais qu'est-ce que tu recommanderais aux joueurs, peu importe, qui veut repousser ses limites et à qui tu t'adresserais un ou deux conseils physiques pour sa prépa? Je trouve que de manière générale, tu n'obtiens jamais de meilleurs résultats que quand tu as parce que normalement, quand tu es compétiteur, tu es joueur. Et j'aime bien toujours m'appuyer sur les points forts et les qualités des gens pour chercher à améliorer. Tu sais, tu vas aux États-Unis, tu as un coup droit fort, tu as un revers faible. Je caricature, mais aux États-Unis, on va dire, c'est avec ton coup droit que tu vas gagner des matchs, donc on va travailler un peu ton revers, mais beaucoup ton coup droit. Nous, en France, on a souvent tendance à dire, oh là là, le revers, ça va pas, on va faire beaucoup de revers pour que son revers soit meilleur. Ouais, mais pendant ce temps-là, on a oublié son coup droit. Bref. Mais c'est un peu mon idée. C'est-à-dire qu'a priori, quand tu es compétiteur, tu es joueur. Si tu es joueur, c'est ce qui te motive. Donc, à partir du moment où tu as du challenge, à partir du moment où tu as des chronos, tu as de la compétition, tu t'entraînes en groupe, tu vois, plein de choses comme ça, où tu as des tests physiques, où tu te compares, où tu veux être meilleur, tu as des chiffres, tu vois, tout ce genre d'aspect fait que d'une manière générale, tu obtiens toujours plus. Tu arrives toujours à te surpasser. Je te dis, et on le voit, hein, tu as plein de plateformes, tu as plein de choses comme ça où je te dis, tu vas courir 5 km. Bon, ok, super, je vais courir 5 km. Maintenant, je vais te dire, écoute, tu vas courir 5 km, mais on va être à plusieurs en même temps. Et puis, tous les 100 mètres, on va accélérer. Et celui, tu auras le plus de points. Peu importe le système, peu importe la formule, par équipe, relais, machin, tout ce que tu veux. Là, le résultat, tu peux y aller direct. Hein, et cardio à l'appui, tout ce que tu veux. Donc, il y a cette notion de jeu, de challenge, de compétition qui est pour moi est vachement importante parce qu'on a un sport où il faut aimer. C'est la balle, c'est du jeu, c'est de la coordination. Donc ça, c'est important. J'ai pas du tout répondu à ta question. Mais sur en petit matériel, en choses simples, ouais, Hop là, la deuxième partie de réponse de Seb, plus spécifique pour progresser physiquement, sur et en dehors du cours, est accessible en t'inscrivant à notre newsletter. C'est le premier lien en description, c'est gratuit. Je t'envoie par mail le conseil coaching numéro 1 de nos invités chaque semaine et tu reçois aussi en rattrapage tous les conseils précédents listés sur un fichier PDF. Le but est de te permettre de progresser grâce aux experts invités, tu l'as compris, et de nous soutenir. En t'inscrivant à la newsletter Tennis Légende, je t'envoie le coaching de la semaine, la sortie de nos épisodes et nos offres en cours, c'est tout bénef pour rester en contact. Tu peux aussi nous filer un immense coup de main en nous mettant un like dès maintenant si t'es sur YouTube, ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Et si tu veux avoir accès aux techniques de visualisation mentale mises en place par Eric Medaetz, expert en sophrologie du sport depuis 25 ans pour fluidifier la technique de tes coups et tes schémas de jeu gagnants, préchauffer ton cerveau pour commencer tes matchs pied au plancher,
rester dans ta bulle ou t'y remettre facilement au changement de côté, tu as accès à notre 14e masterclass d'1h30 dans le deuxième lien en description. Allez, on y retourne. Tu disais tout à l'heure que pour te former, tu as énormément lu et tu t'inspires très certainement des personnes autour de toi. Pareil, en une phrase, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris au contact des personnes suivantes dont je t'ai parlé tout à l'heure dans la présentation? On va commencer avec Patrick. Du coup, Mouratoglou, qu'est-ce que tu as vraiment appris à son contact? Bon, très synthétique. Waouh, synthétique, ça va être dur. Beaucoup de choses. La remise en question et le fait de j'en sors une, mais il y en aurait plusieurs. Je me souviens d'un moment avec lui où on s'occupait d'un joueur qui était parti 15 jours, pas 15 jours, un mois, il était parti sur une tournée. Je lui avais envoyé un programme physique et il était revenu et j'avais vu qu'il n'avait pas fait le programme physique. Ouais. Et donc, j'en discute un peu et puis Patrick me demande, pas bien. Et Patrick me dit alors qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment il en est. Enfin voilà, on discute comme ça. Et je lui dis, je suis énervé. Ça faisait pas longtemps que j'étais avec lui. Je suis énervé. Je lui ai fait un programme physique. J'y ai réfléchi. Je lui ai envoyé, machin. Il m'a pas. Et là, il me regarde et il me dit, mais simple. Hein. Et ça, je me souviens, il me dit, c'est de ta faute. Et là, je regarde et je lui dis, hein? Ouais, c'est que t'as pas trouvé les solutions pour qu'il fasse ton programme physique. Et là, quand je disais cette ouverture, soit je peux rester, j'ai deux options. Soit je lui dis, Patrick, t'es qu'un con, t'as tort, et moi j'ai raison, c'est de la faute du gamin. Je l'ai pas pris comme ça. Et j'ai réfléchi après. Et je me suis dit, et je le réutilise encore ce principe-là. Et je me suis dit, attends, merde, il a raison. Tu vois, c'était plein de, tu vois, d'une manière générale, c'était là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais pas été suffisamment en contact avec lui. Est-ce que je m'étais pas posé la question de savoir si sur les séances que j'avais envoyées, est-ce qu'il avait bien le matériel ou pas? Je m'étais pas forcément mis en relation là-bas avec, en l'occurrence, c'était son père. Est-ce qu'il lui faisait faire du tennis? Enfin, j'avais pas pris la globalité de l'environnement et je m'étais centré que sur mes séances physiques, quoi. Point. J'avais pas fait toute la démarche. Et voilà. Et donc, effectivement, j'avais une part de responsabilité dans le fait qu'il n'ait pas fait les exercices. Et donc, d'une manière générale, si tu veux, ce qu'il a apporté, c'est du bon sens, c'est la notion de coaching, la notion de relationnel, c'est l'état d'esprit, c'est de l'énergie. Enfin, je peux en parler longtemps. L'énergie positive. Il est fou. Le mec est fou. Mais j'adore. Mais il est fou. Il est fou. Il a 250 idées à la seconde. Donc tu t'ennuies pas. Hein. Ça, tu t'ennuies pas. Alors McNamara, est-ce que tu peux juste nous préciser qui il a coaché? Grigor. Ok. Qu'est-ce que tu as appris à son contact? C'était un monsieur exceptionnel par le fait de se poser et de pas se précipiter, surtout par sa grande expérience. Très, très grande expérience et un monsieur exceptionnel d'énergie, de positif et de calme. Qui à l'époque a fait beaucoup de bien à Grigor. Peter Lundgren, qui a coaché Roger, du coup, dans les années. Peter Lundgren, c'était le bon vivant. Exceptionnel. Moi, je me souviens d'une tournée qu'on avait faite pour Wimbledon. On avait passé 3 semaines, on partageait la même maison. Ouais, c'était un bonheur. Un gars avec qui tu as envie de t'asseoir et discuter toute la soirée, toute la nuit, un bon barbecue, tu vois. Exceptionnel. Un mec d'une gentillesse, comme beaucoup de Suédois d'ailleurs. Est-ce qu'il parle français? Non. Ça fait longtemps que je suis peu. À l'époque, il parlait pas français. Ok. Mais ou quelques mots. Enfin, tu sais les classiques quoi. Mais faudrait que je fasse un épisode avec lui, ça serait génial. Mais là, extraordinaire, d'une gentillesse, oh là là, adorable mec. Tony Roche, qui a accompagné Roger. Alors Tony Roche, ouais, une légende. J'ai on va dire. J'ai collaboré en fait avec lui au moment où je me suis occupé de Jelena Dokic. Ouais. Et Jelena Dokic était donc à ce moment-là avec Tony Roche. Donc j'ai, on va dire, c'était quelques semaines. Hein. On peut pas dire que j'ai passé des années avec lui comme les coachs précédents que tu as cités. Tony Roche, c'était vraiment
ouais, la force tranquille, si tu veux, l'expérience. Et puis, quand Tony Roche, il arrivait sur le terrain, il disait, on va faire ça, bah, bon, t'écoutes, quoi. T'écoutes. Voilà. Yelena Dokic, Donc, dur au mal, la Yelena, non? waouh, ah ouais, ah là, fallait y aller, là. Ah là, en gros, ah ouais. Et puis, il fallait, elle avait besoin de ça, quoi. Il fallait de la défense physique, quoi. Sinon, c'est pas bien. Mais donc, du coup, il y a des fois où il fallait apprendre ça aussi en disant, tu sais, toutes les séances ne doivent pas forcément être au carton. Parce qu'en fait, ce qui était très bien, hein, très travailleuse, énorme. Mais à un moment donné, c'est-à-dire que tu envoies à fond un jour. Tu te mets au carton le deuxième, au carton le troisième, au carton. Puis à un moment donné, c'est un être humain. Donc à un moment donné, tu prends le mur, quoi. Ouais. Et donc au début, elle fonctionnait un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que j'y vais jusqu'à temps que j'explose. Alors, c'était pas forcément physiquement, mais c'était plus mentalement. Et donc, pour le coup, ce que j'ai apporté là, c'était un peu de construction. Mais c'est agréable d'avoir un moteur aussi exceptionnel que ça. Hein. C'est génial. Moi, je préfère avoir quelqu'un comme ça et t'essayes d'apporter les bonnes choses petit à petit, étape par étape, que d'avoir quelqu'un qu'il faut motiver ou traîner, entre guillemets, tout le temps. À un moment donné, c'est… Le jeune et néanmoins chevronné Daniel Valverdou. Tu as déjà coaché un paquet. Dani, c'est anticipation, rigueur. Tout est prévu, tout est anticipé, tout est millimétré, tout. Wow. Un très grand professionnel du cadrage, de l'organisation. Entre autres, hein, attention, il a d'autres qualités, mais c'est-à-dire qu'en fait, il organise 3 mois à l'avance. Il pourra te dire, là, par exemple, si c'est l'US Open, la semaine d'avant, et moi, il me demandait, moi, j'aimais bien, hein, il me disait, comment on va organiser, qu'est-ce que tu en penses en fonction de ce qu'il fait. Très cartésien, une approche, très pragmatique des choses. Peu d'émotion, si tu veux, mais très carré. C'est-à-dire, le lundi, j'ai prévu comptable de telle heure à telle heure sur tel cours avec tel joueur. Le mardi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, consultation, travail en équipe, hein. Mais par contre, bam, bam, bam. Programme établi 1 an à l'avance. Là, est-ce que tu peux venir telle semaine? On fait tel truc, tel ça, tel tournoi, tel truc, bam, 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 bam. Impressionnant. On le présente. Agréable, très agréable. Ouais. André Agassi, tu as collaboré un peu avec lui, non? Ah bah ouais, et encore maintenant. Toujours? À quel ouais, parce que si tu veux, il travaille, il fait partie de l'équipe avec Grigor. Ouais. Ah donc, donc on est encore, ouais, toujours. Alors après, si tu veux, il a beaucoup de fondations, il a beaucoup de choses. Donc, il est plus, si tu veux, il n'est pas concrètement sur le terrain de temps en temps quand il peut, il vient, mais il est plus, je sais pas comment on appelle ça, consultant, si tu veux. Tu vois, voilà, voilà, avec Grigor. Maintenant, ce qu'il apporte, c'est et c'est marrant d'ailleurs. Ce qu'il apporte, c'est la manière dont il jouait. Il apporte de la simplicité dans son approche par rapport au tennis, tu vois. C'est-à-dire que il va te dire, par exemple, attends, pourquoi tu vas là alors que vas-y, mets une balle là, fais ci, fais ça. Enfin, tu vois, des choses sur le terrain qui sont très très simples. Et puis il apporte, ce qui parle pas mal à Grigor aussi, c'est il apporte un peu plus la philosophie et l'esprit, l'état d'esprit du jeu, tu vois. Okay. Il est beaucoup sur une démarche très psychologique, spirituelle un peu à ce moment. Ah, mais c'est énorme aussi quand tu dois serrer la main d'André. What's up, André? Enfin, c'est comme quand tu as commencé avec Serena. Au début, il te dit bonjour, je m'appelle André. Tu peux te dire ah ouais, je savais pas. Moi, c'est Sébastien. et si tu veux, tu fais ça. Et puis en fait, le gars te met à l'aise tout de suite, tu vois. Il est tranquille. Et puis après, en fait, moi, je l'appelle Dédé, quoi. On rigole, quoi. Au début, il comprenait pas. Après, je lui ai montré ce que c'était un Dédé en France. Donc, on se sombre un peu, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est pareil, si tu veux, à un moment donné, c'est des gens, et même comme à l'époque, il était Serena, c'est des gens qui aussi n'ont pas forcément envie, tu vois, qu'ils soient adulés. Tu vois, Puis moi, je les considère comme des gens avec des connaissances, avec des qualités, avec des points à améliorer, que ce soit dans leur coaching, dans leur approche sur le terrain. Enfin, tu vois. Donc, et puis dans le cas d'André, c'est quelqu'un qui est à l'écoute aussi par rapport à ce que j'ai à dire, parce que j'ai l'histoire, par exemple, avec Grigor. Donc, Grigor, je le connais très bien.
Et je sais quels sont ses points forts, quels sont ses points améliorés. Donc, c'est de l'échange aussi. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime moins, je sais, voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup d'écoute et d'échange, quoi. Franco Davin. Franco Davin, il a coaché Grigor. Il a coaché Grigor pendant, je sais plus par contre, 1 an et demi, 2 ans peut-être. Okay. Un peu comme Peter McNamara à l'époque, c'est-à-dire tranquille. Force tranquille, très bien. Force tranquille, c'est-à-dire on cadre, mais ok, bah tu vas aller à un match, il y a ci, il y a ça, tranquille quoi, pas de surstress, et c'est important. C'est très important aussi un coach qui est capable, parce que tu as du stress, hein, forcément. Ils sont tous stressés, tous stressés, c'est obligatoire, il y a du stress. Quand tu rentres sur un cours, que tu es au premier tour et que tu sais qu'a priori tu dois gagner le match et que tu es devant 10, 12, 15 000 personnes, tu sais qu'à un moment donné, il y a du stress, forcément. Après, c'est comment tu vas gérer ce stress. Comment tu vas faire pour optimiser ton niveau du jour avec ce stress. Et ça fait partie pour moi des coachs qui sont capables. C'est pour ça qu'avec Fabio Fognini, je pense que ça fonctionne bien parce que Fabio Fognini, il part dans tous les sens et Franco, il lui apporte du calme, de la sérénité, il aide sur l'organisation, il conseille tactiquement. Enfin, je sais pas exactement comment il fonctionne, mais je suis pas surpris que Fabio ait eu quand même des bons résultats avec Franco parce qu'il apporte cette stabilité, cette réassurance en fait. Aujourd'hui, les joueurs et les joueuses sont des athlètes de dingue. Les carrières s'étendent jusqu'à 34, 36 ans et même plus. Ouais. Parce que le médical s'est considérablement développé, les structures autour des joueurs. En termes d'entraînement physique, qu'est-ce qui a le plus évolué? L'apport du médical. Ah bah voilà, on y est. Ouais, parce que si tu veux, en gros, les 3 grandes évolutions, hein, pour schématiser, c'était avant, il y avait très peu de choses. On faisait du saut à la corde et on allait courir, en gros, et on faisait un peu d'étirements, et on mangeait des pâtes. Et puis, après, il y a eu l'apport de la prépa physique. Alors, on est parti dans la muscu, les protes, on optimise. Donc, on avait des bons bisons. Mais si tu veux, des joueurs qui, par les besoins de voyage, décalage horaire, de plus en plus d'intensité sur le cours, se blessaient plus. Je sais pas. Je sais pas si il y a un petit truc qui frotte. Je sais pas si c'est avec ton. Ah, pardon, peut-être. Ouais. Je sais pas. Là, c'est mieux. Ouais, essaye, ouais. Je vais te dire. Et là, si tu veux, tu avais cette notion de blessure qui est apparue et de surtout arriver à optimiser toute la préparation que tu faisais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur ou une joueuse qui ne se blesse pas, c'est un joueur qui s'entraîne, c'est un joueur qui peut aller en tournoi. Et ça, c'est énorme. Et donc, du coup, il y a eu tout l'apport de se dire, plutôt que quand tu es blessé, je vais venir faire de la réathlétisation, on va utiliser cette réathlétisation en amont, comme ça, avant que tu te blesses, et du coup, tu ne te blesseras pas. Et donc, on a vu apparaître les kinés, les ostéos, éventuellement les médecins, et tout l'aspect nutritionnel, enfin voilà, tous ces aspects-là qui sont nouveaux. Donc ça, c'est l'énorme apport qu'il y a eu depuis, surtout 5-10 ans, quoi. Comme je disais, avant, un élastique, limite, on se foutait de toi, quoi. Le mec, il a un élastique pour s'échauffer, la honte. Maintenant, tout le monde a un élastique. C'est limite, on se fout de ta gueule si tu t'échauffes pas avec un élastique. Ça exagère, mais c'est l'inverse, quoi, tu vois. Il y a la cryo aussi qui est arrivée. Très concrètement, qu'est-ce que Toutes les méthodes de récup, toutes les méthodes de récup. Alors, c'est là où il faut faire attention, parce qu'avant, tout le monde allait se congeler directement, en gros. Et puis, maintenant, dans les dernières études, et c'est ça qui est riche aussi, c'est que finalement, il y a plein de choses qui évoluent en permanence. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est bien, mais il faut que ce soit utilisé au bon moment, que ce soit par rapport à un match, par rapport à un entraînement, par rapport à une semaine d'entraînement. Donc, il y a des oui mais qui apparaissent de plus en plus par rapport à la capacité à récupérer surtout. Okay. Que ça bloquerait, en gros, pour schématiser, c'est si à chaque fois que j'ai une petite douleur ou j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, je vais devenir insensible au Doliprane, au paracétamol par exemple. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut laisser des processus naturels se faire aussi. Donc, avoir une aide, oui, mais au bon moment, de la bonne manière. Donc, c'est sans fin. Hein.
C'est évidemment une aventure humaine, tout ce que tu vis. Et je pense que les souvenirs les plus forts sont lors des stages, peut-être, où tu as pu partir Ouais, à gauche. ouais, parce qu'en fait, les stages, c'est là où enfin, c'est souvent des stages à dominante physique. Donc, c'est là où le physique prend le relais. Et puis, c'est là où tu sors un peu du contexte et tu sors les joueurs de leur zone de confort. Ouais. Et donc, tu les emmènes faire des activités, des sports, avoir une organisation qui change de la routine et d'habitude de ce qu'ils font dans l'année. Donc, tu les vois nager, pédaler, grimper, faire des trucs faire des sports d'équipe, des relais, des trucs tout bêtes, tout simples, tu vois, mais qui sont, moi, j'ai organisé des courses d'orientation, des relais, des trucs où, voilà, c'est marrant de les voir sortis d'un contexte d'un terrain de tennis en tournoi, quoi. Donc, c'est Ouais. super riche pour ça. Je crois que tu as emmené plusieurs fois des équipes à l'île Maurice, notamment. Tu es parti avec Grigor à la montagne. Tu peux nous faire ton top 3 et nous faire un peu vivre ton top 3 des meilleurs stages que tu as pu faire? Waouh. Tous les stages à la montagne, ils étaient exceptionnels. C'est difficile, hein. Top 3, c'est tellement Tu partais où à la montagne? courir. On variait un peu. On allait souvent à Val d'Isère. On allait à Risoul aussi. Enfin, on allait un peu, on variait un peu. C'était souvent basé à Val d'Isère parce que, à force, je connaissais exactement les endroits, je connaissais les côtes, tout le coin en fait. Avec qui? T'as emmené qui à ce moment-là? Oh, il y a eu, on a fait plein d'années. Hein. Donc, il y a eu des fois, j'ai emmené, il y avait Marcos et puis il y avait il y avait du monde. Hein. Ça a été de Grigor à Marcos, à Jelena Dokic, à Ravan, à Laura Robson, à Grigor, à plein d'autres jeux plus jeunes parce qu'on voulait aussi que les jeunes viennent dans ces stages-là. Donc, on s'est retrouvés des fois, on était deux à y aller à certains moments, un peu dans l'année. Et puis on allait jusqu'à 12-15 personnes, quoi. Et là, voilà, ça envoyait. C'est une aventure humaine incroyable. Mais des moments, ouais, j'en ai plein. J'ai courir comme des dingues à se faire péter le cardio en courant en raquette dans 1 mètre de poudreuse. J'ai être au restaurant des fondus et j'avais organisé avec un restaurant des menus un peu diététiques quand même pendant cette semaine-là. Mais on était dans un restaurant savoyard. Donc, si tu veux, il y avait des clients. Donc, on avait une petite salle, mais il y avait des clients. Et il y avait tous les joueurs qui voyaient passer tous les midis et tous les soirs. Et ça sentait le fromage, la fondue, la pizza et tout ça. Et c'était très, très dur. Et puis, bon, on se donnait toujours un repas un peu où on se lâchait. Et là, on pouvait commander à la carte ce qu'on voulait pour se faire plaisir. Ouais. Mais tu vois, donc c'est énorme. C'est plein de moments. L'île Maurice, bon, évidemment, cadre exceptionnel. C'est des courses d'orientation. C'est voir Serena en train de nager sur un kayak au taquet pour trouver des mots énigmes. Enfin, ouais, c'est plein d'émotions, de partage, exceptionnel. Comme le calendrier est de plus en plus chargé, je crois que les préparations hivernales sont un peu tronquées, non? Ça a évolué tout ça? Bah, tout dépend, ouais, tout dépend du temps que tu as, mais souvent ça varie autour de 5 semaines. Tu as à peu près quand même 5-6 semaines. C'est vraiment le moment de l'année où tu as le temps de faire un vrai travail en profondeur en fait. C'est là où tu t'éclates le plus, toi? Ouais, les 2 moments où j'aime le plus, c'est cette période-là et la période avant la terre battue. D'accord. Quand tu finis fin mars, avant Monaco, là, souvent, tu as un bloc de 10-15 jours. Et bon, alors c'est un peu intime parce que évidemment, moi, comme j'adore la terre battue et tout ça, donc c'est mon moment préféré parce que c'est là où le moment où tu as une dimension physique qui est un peu plus importante. Si tu veux, le passage après sur gazon, personnellement, il me fait moins rêver parce que le jeu sur gazon m'attire moins, quoi. Ouais. Avec ton œil d'expert, comment tu perçois ce grand écart avec d'un côté Benoît Paire et Stan Wawrinka? Bah ouais, c'est les deux finalement pas opposés parce qu'ils doivent certainement, je les connais pas personnellement, Non, mais c'est les deux qui se retrouvent quoi finalement, deux opposés, un qui est moi je me souviens Grigor s'était entraîné avec Stan à certains moments et on voyait que au début avec son genou il
souffrait, quoi. Il avait mal, il essayait. On voyait qu'il y avait des compensations sur le terrain, mais une abnégation, une motivation, une rigueur. Bravo, quoi. Bravo. C'est une très belle carrière, une belle réussite, un gars super, quoi. Et Benoît, le fait qu'il fasse essentiellement du foot, comment tu juges ça de l'extérieur, toi, Ouais, alors c'est pareil, tu peux te dire, ouais, c'est dommage parce que ce gars-là, peut-être que s'il avait été plus, ou s'il est, ou il le sera, j'en sais rien, peut-être plus cadré, peut-être que s'il faisait plus ci ou ça, peut-être qu'il aurait, ou peut-être qu'il serait meilleur avec de meilleurs résultats. Mais à l'inverse, est-ce que si tu veux trop le mettre dans un cadre pour tout le monde et le faire penser, tu sais, dans la boîte, dans le schéma classique, finalement, tu le rends triste, quoi. Et il s'éclate pas. Et s'il s'éclate pas, ça marche moins. Donc, c'est typiquement le genre de joueur très riche intellectuellement que j'aime aussi beaucoup parce que intellectuellement, c'est très intéressant. Parce que tu sais que si tu penses classique, ça marchera pas. Ouais. Donc, il faut penser différent. C'est-à-dire, comment je vais faire en sorte que cette personne, j'ai mon objectif, bien sûr, et comment je vais faire en sorte, quels moyens, quelles solutions je vais proposer pour arriver là où je veux. Et sur quoi je vais m'appuyer pour y arriver, finalement. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Je te prends un exemple. Marcos, à l'époque, avait des problèmes de dos. Il avait une spondylosisthésis. Et il adorait le foot. Ouais. Et donc, il ne pouvait pas courir. Je ne pouvais pas l'emmener sur une piste. Il avait le dos bloqué. Enfin, c'était un vrai problème. Donc, on travaillait beaucoup là-dessus. Et du coup, à un moment donné, j'ai réfléchi sur le foot. Et puis, on faisait des 30-30. On faisait du mini-foot, 4 contre 4. Ouais. Et à partir de là, il rentrait 30 secondes et il devait courir partout sur le terrain comme un dingue après le ballon. 30 secondes, il marchait. 30 secondes, il courait et je mettais un cardio, je contrôlais. Donc, voilà, c'était par exemple des solutions. Voilà, c'est ça qui me vient en tête. Mais bon, il y en a eu plein d'autres. Mais c'était quelle solution tu trouves? Et pour un cas de Benoît Paire, c'est un peu ça. Nice. Créativité, quoi. Comment tu te rémunères? On sait les joueurs, tout ça. Pour un préparateur physique, comment ça marche? Ça marche que tu as un contrat souvent à la semaine. Ok. C'est plutôt fait à la semaine et puis il te paye à la semaine et après dans certains cas, quand tu suis souvent le joueur, tu as ce qu'on appelle des bonus, c'est-à-dire en fonction des résultats, tu es dans l'équipe, donc il gagne, tu gagnes, il perd, tu gagnes pas, mais tu gagnes pas. Donc c'est souvent ces deux aspects en fait. Ok. À la fois pour le travail que tu fais, tu as un fixe et un variable, comme un commercial par exemple. Ouais. Tu es à ton compte du coup et tu as toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Pourquoi pas avoir bossé à la Fédé tout simplement avec un contrat un peu plus classique? Parce que si tu veux, moi ce que j'aimais avant tout, c'était surtout de pouvoir, et aujourd'hui j'ai cette chance-là, de pouvoir être mon propre patron. C'est-à-dire que je choisis qui je veux entraîner, on s'organise comment je veux les entraîner, et donc du coup j'ai beaucoup plus de latitude pour mon organisation en fait. Et c'est ça qui est appréciable. Et le deuxième aspect, c'est que je peux diversifier. C'est-à-dire que comme tu as dit au début, je fais un peu de formation à côté, je suis consultant aussi dans des salles de sport. Tu vois, donc ça me permet, et j'ai encore d'autres projets dans les cartons, mais aujourd'hui, si tu veux, ça me permet de pouvoir diversifier mon activité et ce que je fais toujours avec évidemment un rapport avec le sport, évidemment, parce que globalement, c'est ce que je sais faire. Mais si tu veux, c'est ça qui est intéressant. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas tous mes œufs dans le même panier, quoi. Yes, bien joué. Ouais, d'où la formation en ligne. Ouais, parce qu'en ce moment, ouais. Bien sûr, on voit que le métier d'entraîneur est un peu précaire en ce moment et préparateur physique, j'imagine que c'est un peu sur la même lignée, même si tu peux faire peut-être des programmes à distance. Ouais. Donc, je travaille avec l'académie de Seb Lavie en Nouvelle-Zélande. Là, j'ai pas trouvé plus proche que la Nouvelle-Zélande. Je trouvais ça exotique. Mais non, voilà, quand Seb m'a demandé, quand il a pu ouvrir son académie à Auckland au mois d'octobre l'année dernière,
Du coup, il m'a demandé si je pouvais l'aider sur la programmation, tout ça. Donc, ouais, je continue pas mal, par exemple, avec l'académie à donner des programmations. Il a créé une chaîne YouTube et je fais des vidéos. De temps en temps, je participe et j'envoie quelques vidéos d'exercices pour continuer à faire des exercices physiques pendant cette période. Ouais. Donc, les joueurs avec lesquels je bosse en particulier, oui, je continue à leur envoyer des programmes. Et puis là, justement, c'est un des projets qui est un peu dans les cartons en ce moment. C'est mon idée, c'est aussi faire partager aux joueurs de tennis et aux compétiteurs un peu mon expérience et ma connaissance. Et donc, je suis en train de mettre en place en fait tout un outil notamment de testing physique à distance, où en fait en disant bah voilà, tu m'envoies quelques vidéos, on échange et puis à partir de là, moi je te renvoie un peu mon œil, mon expertise et ma connaissance par rapport à ce que je vois de toi et j'oriente tout simplement comment faire les choses. Yes. Tu as un équipementier aujourd'hui? Non, en fait j'ai Nike par l'intermédiaire de Grigor qui me, enfin voilà, comme Grigor et Nike, je suis Nike, mais je suis pas un Nike en direct. C'est par l'intermédiaire de Grigor. Mais sur l'aspect vêtements, j'ai la chance de pas me poser la question. Voilà. Pour terminer, j'ai quelques questions qui sont communes à toutes les interviews. Quel est le plus gros regret jusqu'à aujourd'hui, si tu pouvais revenir sur un truc de ta carrière, ce serait quoi? Professionnel ou un peu perso? Tu peux faire les deux si tu veux. Je m'allonge sur le divan, tu sais. Professionnel, c'est chaud. Enfin, je ne sais pas si ça peut paraître prétentieux. Je suis content de ce que j'ai fait. J'ai fait des erreurs, mais j'ai appris des erreurs. J'ai fait des bonnes choses. J'ai toujours essayé d'être bienveillant et d'apporter le maximum que je pouvais aux joueurs. Donc, le plus grand regret. Un échec qui t'a appris. Ouais, mais si tu veux, c'est des erreurs, comme je te disais, comme je citais l'exemple, par exemple, du gamin à qui j'ai envoyé un programme et que ça m'agaçait parce qu'il faisait pas le programme que j'avais envie, tu vois. Ouais. Ce serait de se dire de toujours chercher à voyager plus pour pouvoir être plus au contact encore avec les joueurs, pour leur apporter plus. Ouais. Donc, ça aurait été éventuellement ma capacité à pouvoir voyager plus, mais c'est pas un regret pour moi parce que j'ai toujours voulu avoir cet équilibre aussi de vie perso, enfin avec ma famille et de vie perso, tu vois, parce que faut avoir conscience que tu t'investis et puis un jour, les joueurs, ce qui est normal, ils partent à la retraite ou ils arrêtent ou ils changent de coach. Et toi, t'as fait quoi? Ok, t'as fait des choses, mais pendant ce temps-là, t'as peut-être pas vu tes enfants grandir ou tu vois, des choses comme ça. Ouais. Donc, j'ai toujours voulu essayer en tout cas en maximum de gérer les deux du mieux possible. Donc non, mais c'est très bien, tu as répondu. Ouais, bon, ça va, tu valides, merci. Alors. Et au niveau perso, parce que je tiens à le dire quand même, j'aurais voulu avoir une caisse meilleure encore. Donc je me serais mis au triathlon, au sport d'endurance plus tôt. J'ai commencé trop tard, je suis trop vieux maintenant, je suis dégoûté. Ah merde. T'as couru des marathons déjà? Ouais, marathon, ultra, triathlon, 3,15. Ah, c'est propre. Non, ça doit être mieux. Ça doit être mieux. Je suis dégoûté. L'année dernière, je voulais faire moins de 3 heures à Zurich et j'ai touriste. Là, ça, c'est un échec. Tu vois, on parle d'échec. Ah ouais, ça, c'est un échec. Combien de marathons tu as fait? Belle plantade. J'en ai fait 4. Okay. J'ai fait un Ironman aussi, il y a 3 ans, en nageant comme une enclume, une catastrophe. Et j'ai fait des ultras aussi. J'ai couru des 80, 100, 110 km aussi. Oh ouais, une broutille, quoi. T'es pas chancé, quoi. J'adore ces trucs-là. J'adore. Oh, la machine. Et le plus bel accomplissement de ta carrière? Alors, j'en ai pas un. Ça va paraître très curieux parce qu'on pourrait dire oui, quand effectivement Serena gagne Roland Garros en 2013 ou quand Grigor, évidemment, gagne le Master en 2007, tu pourrais dire c'est le plus bel accomplissement. Mais je vais faire une réponse un peu à l'eau de rose, qui paraît évidente, mais qui pourtant est vraiment la réalité. C'est que pour moi, à partir du moment où j'apporte quelque chose et je vois que j'arrive pas à transformer, mais à convaincre les gens du bienfait de faire les séances et qui me disent tout simplement « Là, j'ai bien progressé, je me suis senti super bien, merci », je suis content. Ouais.
Génial. Tu vois, j'ai pas. Oui, évidemment que ce qui brille et ce qui pourrait paraître le plus beau, c'est ce qui m'a apporté le plus. Mais en même temps, une bonne séance physique où le joueur, il a bien bossé, il s'est bien mis au carton, que ce soit en muscu, sur une vitesse, un truc, un défi, réaliser des tests physiques exceptionnels, ou même des parents, des fois, qui disent merci pour ce que vous avez apporté pour mon enfant. Moi, partout des structures où je suis parti, que ce soit mon club, que ce soit à l'époque, que ce soit l'académie, quand j'ai des parents qui viennent me voir en disant ouais, ce que vous avez apporté à mon fils, à ma fille, c'est vraiment super, ou je le reconnais pas, il met le réveil le matin, même sur la nutrition, et maintenant, je sais pas, il prend un petit déjeuner, enfin voilà, des trucs comme ça, et je me dis ouais, j'ai un impact, j'apporte quelque chose, tu vois. Ouais. Avant, il prenait pas de petit déj, maintenant il prend un petit déj. Eh ben, je suis content. Yes. Comme me disent les Anglais, ça make my day, tu sais, ça fait ça. T'es pas fan du fasting, de jeûner peut-être sur une période de la journée, qui peut être le petit déj ou le dîner du soir, ou tu vois. Ouais, moi, quand tu fais du sport et quand tu dépenses 3, 4 000, 5 000 kilocalories à la journée, si à un moment donné, tu n'as pas un apport d'énergie constant, c'est un peu chaud, quoi. Tout à l'heure, tu parlais aussi à l'époque, on mangeait des pâtes. Aujourd'hui, tu as tendance par remplacer par quoi si tu devais y aller? Alors là, moi, j'ai testé pas tout, mais beaucoup de choses. Et je dois reconnaître que l'aspect, j'essaye de faire attention un peu au gluten. Alors, je sais que je tombe dans la mode. C'est pas attention parce que je prends du gluten que tout de suite, j'ai pas la maladie cœliaque. Mais je crois qu'on dit comme ça. Mais si tu veux, je reconnais des bienfaits et au niveau digestif, quand tu peux favoriser des choses et apporter, je m'intéresse par exemple, là, comme on a le temps, je me suis intéressé un peu plus à la neuronutrition ou à la chrononutrition. C'est des choses qui sont vraiment passionnantes. Ouais. Et tu t'aperçois que certains types d'aliments à certains moments de la journée n'ont pas les mêmes impacts et qu'il faut apporter les bonnes choses au bon moment. Il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Donc, ouais, c'est vrai que, par exemple, pour moi, perso, après, il faut tester. Pour moi, perso, quand je diminue le gluten, je sens que je digère plus. Voilà. Par exemple, je prends des pâtes avec gluten, je ne peux pas aller courir une demi-heure ou 3/4 d'heure après. Je prends des pâtes sans gluten, je me sens plus léger et limite 3/4 d'heure après, je peux aller manger. Voilà. C'est mon expérience toute bête, toute simple, hein, tu vois, des choses comme ça. Et les bons aliments au bon moment de la journée, c'est lesquels du coup dans les grandes lignes? Non, dans les grandes lignes, c'est le matin, par exemple, en règle générale, nous Français, on est très tournés vers le sucre, quoi. Et que maintenant, avant, je faisais pas. Alors tout le monde se foutait de ma tronche parce que quand tu vas dans les tournois, à part les Français, je sais pas encore, les joueurs pro français, je sais pas, mais tout le monde prend, si tu veux, un apport de protéines le matin, que ce soit la viande. Tu vois ça partout dans les buffets. Moi, j'étais le premier à dire, mais le salé, mais c'est impossible, quoi. Mais des œufs le matin, mais je vomissais, du jambon, du poulet, mais jamais. Maintenant, si j'ai pas ou mon omelette ou mon jambon ou mon poulet, je me sens pas bien, quoi. et ouais, parce que nous, Français, le matin, il nous faut ou notre bol de céréales, notre café ou notre thé, notre bonne tartine de confiture avec du beurre, et la journée est partie, quoi. Ouais. Mais c'est un apport de sucre c'est une bombe de sucre dès le matin qui fait que, du coup, tu enchaînes des hyper et hypoglycémies toute la journée. Donc, tu as ce besoin de sucre permanent. Et si tu diminues dès le début de la journée ta quantité de sucre, tu gères ta glycémie avec des index glycémiques qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, tu gères ta glycémie tout au long de la journée et tu as beaucoup moins ce sentiment de faim 2-3 heures après où tu es prêt à défoncer n'importe quel truc sucré qui traîne, quoi. Par exemple, c'est plein de choses comme ça. Donc, l'apport en protéines dès le matin et les index glycémiques, par exemple, il y a les probiotiques. C'est un sujet qui est très, très vaste et qui est passionnant parce que en faisant des bonnes choses, tu peux apporter la bonne énergie à ton corps et c'est passionnant. Ok. L'expérience la plus incroyable de ta vie, Seb? Dans le domaine du tennis, au niveau pro ou quoi qu'il arrive? Quoi qu'il arrive. No matter what happened. Oh, wow. Ah, c'est le perso d'abord. C'est ma famille. C'est ma femme, mes enfants, quoi. Ouais, je sais, c'est classique, mais non, mais si c'est ça qui touche le plus. Ouais. Après,
Après, il y a ça. Après, bien sûr, il y a le côté pro, comme on dit, les décharges d'adrénaline, des matchs de dingue de Marcos quand il perd malheureusement contre Leighton Hewitt et qu'on finit à 4h50 du matin alors que le match, il rentre sur le terrain, il est minuit et demi, qu'on rentre à l'hôtel, il est défait, il a perdu en 5-7, je sais plus combien d'heures de match, et qu'on arrive et qu'on rentre à l'hôtel, il est 7h du matin et que le soleil se lève, quoi. Enfin, c'est… Bon, voilà, je sais pas comment ça vient, celle-là, cette anecdote, mais c'est toute cette décharge d'adrénaline. Et moi, au niveau perso, parce que j'y tiens toujours à mes ultra trails et j'adore ça, c'est courir la nuit en montagne tout seul, c'est exceptionnel. Énorme. Ça donne c'est envie. exceptionnel. C'est Un livre, si tu devais sortir un livre qui a marqué ta vie, que tu recommandes? celui qui s'appelle Le manuel d'entraînement par Weineck. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un livre. Alors, ok, ça parle beaucoup physio, biomécanique. Il y a des concepts qui sont encore d'actualité. Il y en a d'autres qui sont un peu dépassés. Mais ce livre-là, mes parents me l'ont acheté quand je suis allé à des journées portes ouvertes à l'INSEP. Et je l'ai eu parce que je voulais ce livre-là quand j'ai eu mon brevet. Donc, j'avais 13 ans, 14 ans. Et j'ai été passionné par ça. Et j'ai été aux journées portes ouvertes à l'INSEP. Donc, je suis rentré à l'INSEP. C'était pour moi un moment exceptionnel. Et il y avait ce bouquin qui s'appelait Le manuel de l'entraînement. Et dedans, il y avait la physiologie, de l'anatomie. Je comprenais rien. Et je lisais, je tournais les pages et je trouvais ça exceptionnel. Et c'est le premier livre que j'ai toujours. Ouais. Bien sûr. C'est le premier livre dans ce domaine-là que j'ai lu, quoi. Ok. Je mettrai et je le me souviens lien. comme si c'était hier. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour ceux que ça peut intéresser. Le manuel d'entraînement de Jürgen Weineck. On en est à la 5e édition, je crois, un truc comme ça. D'accord. Grand classique. Un film référence, même si je pense que Rocky a dû te plaire. Est-ce que tu en as? Ouais, j'étais Rocky 4, j'avais le poster, bien sûr. Alors moi, c'est très simple, c'est les Matrix. Ok. Très bien. Je suis un fou et j'adore Trinity. La question suivante m'intrigue te concernant parce que ça peut être lié. Est-ce que tu pratiques la méditation? La méditation au sens propre, non. Par contre, j'aime bien utiliser tout ce qui est yoga, le souffle, un peu de visualisation un petit peu, mais tout ce qui est tout ce qui est à base de respiration, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'y crois de plus en plus. Et avant, par exemple, j'aime beaucoup le yoga, yoga, pilates, les nouvelles choses, mais j'aime bien tout ce genre de choses. À propos du yoga, une autre petite anecdote en passant, allez vite fait comme ça. On est à Miami avec Grigor et je dis tiens, pour changer un peu, je sais plus à quel moment c'était exactement, et il y avait un studio de Bikram yoga, c'est-à-dire le yoga dans le chaud. Ouais. Et donc on se dit, on était à plusieurs, il y avait je sais plus qui, il y avait l'agent, Grigor, moi, et on dit ok, on va à Miami, on va tester un cours de Bikram yoga. Donc on rentre dans la salle. Et moi, la chaleur, quand tu vois ma tronche, je suis plus Scandinavie que Afrique. Et donc, je supporte pas bien la chaleur. Et donc, du coup, on rentre dans le studio et là, j'étais obligé de sortir au bout d'un quart d'heure. J'ai fait quasiment un malaise, quoi. Ouais. Donc, le Bikram yoga, attention. C'est costaud. Ouais, c'est costaud. Je me souviens c'est costaud. J'avais une copine qui m'a fait découvrir il y a un studio à Paris, pas loin de chez moi, dans le 14e. Qui est très stylé d'ailleurs. Et je remplissais ma serviette de plage de sueur. Mais je la remplissais. Je faisais 1h15. Et ce qui était incroyable, c'est vraiment la force du mental parce que la fille à côté de moi, qui était épaisse comme ça, mais était tellement concentrée qu'elle ne versait pas sa première goutte de sueur avant, 25 minutes. Tu vois. Et moi, au bout de 5 minutes, j'avais comme Rodic la goutte qui coulait de la casquette que elle était tellement focus, je trouvais ça incroyable. Même moi, au bout d'un quart d'heure, j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien. Je suis sorti, j'ai essayé de rentrer. C'est une boucherie, il se foutait de ma tronche. La plus grosse période de doute de ta vie, Seb? Alors, elle a pas été longue, mais ça a été la transition où j'ai arrêté, où j'ai pas suivi finalement à l'académie,
à Nice, dans le sud, D'accord. et le moment où j'ai créé ma société. Parce qu'en gros, tu te lances et puis c'est parti, quoi. Alors, j'avais encore quelques joueurs, donc si tu veux, c'était pas non plus quelque chose de très, entre guillemets, risqué. Mais n'empêche que là, d'un seul coup, on dit, tu sais quoi, mec, là, tu es tout seul. Et quand tu as été habitué pendant 10 ans à avoir ta rémunération qui tombe tous les mois, plus, tu vois, quelque part, c'était exceptionnel, mais c'était un peu comfort zone. On était très, très bien traités, si tu veux, à l'académie. Et là, mec, t'es tout seul. Hein. Donc, si à un moment donné, tu tapes pas pour être avec les joueurs ou que, quelque part, les joueurs ne sont pas satisfaits de ce que tu fais, de ce que tu leur apportes, ou que tu trouves pas aussi d'autres projets, d'autres choses à côté, tu manges pas. Hein. Ouais. Donc, tu peux pas te cacher, quoi. Donc, c'était pas le mot doute, il est fort, mais c'était un moment de t'es concentré, quoi, on va dire. Quels seraient du coup tes mots aujourd'hui au Seb de cette époque-là pour le rassurer sur la suite? Ouais, vas-y. Fonce. Non, fonce pas bêtement, mais continue, crois en toi, bosse, et puis écoute, bosse, progresse, cherche à t'améliorer tout le temps et continue à avancer, quoi. Continue, lâche rien. Ouais. Simple curiosité subsidiaire, lorsque Grigor fait appel à un consultant comme Agassi, ça doit être un investissement assez colossal, non? En termes financiers. Je ne sais pas. Tu sais pas? Honnêtement, là, ce genre de choses, je sais pas honnêtement, je sais pas quelle relation, si tu veux, ils ont sur des aspects comme ça, j'en ai aucune idée. Mais en simple terme d'implication, c'est là où tu vois que le joueur a encore envie, parce que si c'est pour investir autant dans sa structure, quelque part, ça trompe pas, quoi. Ouais. Et surtout que, comme tous, mais même comme lui, aujourd'hui, tu te mets 2 secondes à sa place, ce qu'il faut faire souvent. Et tu essayes un peu de penser comme lui. Tu te dis, OK, le gars, il pourrait très bien arrêter aujourd'hui. Il est millionnaire, donc sa vie, elle est assurée. La vie de ses enfants, elle est assurée. Il a quand même réalisé au niveau sportif, il a quand même été numéro 3 mondial, il a gagné le match. Enfin, je veux dire, c'est une belle vie de sportif professionnel. Donc, il est en pleine santé, tout va bien, il est beau gosse, il va avoir 30 ans. Enfin, la vie est devant lui, quoi. Non, mais tu vois, tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu vas aller te taper? C'est les mêmes réflexions qu'à l'époque pour Serena, ou que pour Federer maintenant, ou pour Nadal, ou pour Djoko, pour plein de joueurs, où tu te dis, qu'est-ce qui les fait continuer? Ce qui les fait continuer, dans le cas de Grigor, c'est parce qu'à un moment donné, il n'est pas arrivé il sent qu'il n'a pas accompli tout ce qu'il devait accomplir. Donc, c'est ce qui le pousse encore à continuer, parce que tu sais qu'après, l'idée, c'est de ne pas vivre avec des regrets, parce que quand tu as 40 ans, c'est fini. C'est fini. Tu fais autre chose. Ta vie, elle est terminée. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ouais. Donc, voilà. Et puis, dans le cas de Roger, Rafa ou Serena, par exemple, pour avoir évidemment partagé un peu de moments avec eux, c'est simple, c'est que c'est des gamins, quoi. Et oui, j'ai zappé cette question que je pose d'habitude aux joueurs, c'est est-ce que tu as une anecdote vécue avec Rafa, Roger ou Djoko qui humanise un peu ces légendes? C'est des gamins, Roger, moi j'ai dîné une fois, enfin je n'étais pas en tête-à-tête avec lui, mais on a dîné un peu tous ensemble. Il adore ça, c'est un fou de tennis. Il peut très bien te dire, tu te souviens en 2009, et André Agassi, c'est pareil. Il peut te dire quel était son état d'esprit avant la balle de match ou de tel match, mais même pas forcément la finale. Le quart de finale contre lui, il peut te dire le score. Et tu te souviens là, ce passing long ligne que j'avais fait de telle manière. Et il t'en parle, il a tellement vécu le truc, il t'en parle avec les yeux qui brillent, quoi. Et c'est pour ça que tu te dis, et Rafa, c'est pareil, si en termes de santé, ils peuvent continuer, ils continueront, mais jusqu'à temps qu'ils rampent sur le terrain, quoi. Ils aiment ça. Et quand tu vois Andy Murray, c'est pareil. Il est là, il pleure, il dit je vais arrêter le tennis. Il a des opérations. Enfin, tout le monde a vu les images de ce qu'il a à la place de la hanche, quoi. C'est hallucinant. Et il essaye encore. Il est tout parce que
c'est dans le sang, quoi. Ils adorent ça. C'est des joueurs, c'est des gamins. Ouais. Ils adorent ça. En 3 mots aussi, parce que c'est assez important sur Rafa, Roger et Djoko et Murray. Tu les qualifierais comment en termes de vraiment de force principale si on commençait par Roger, le chat? Ouais, bon, bien sûr, la manière dont il bouge sur le terrain, c'est exceptionnel. Ouais. C'est économique, c'est rapide, c'est juste, quoi. C'est juste. Ce qu'il fait, Ouais. c'est juste. Tout est juste. Rafa? Une résilience exceptionnelle. Enfin, il lâche jamais. Jamais. Joko? C'est extraordinaire. Et attends, Joko, juste, Rafa, tout le monde le pensait fini il y a 5 ans Mais déjà. oui. 10 ans. Mais oui, il était là avec son genou, son truc, machin, les straps, les bidules. Mais attention, il bosse, hein. Il bosse. Il y va, hein. Il bosse. Et quand il cherche à améliorer, par exemple, on voit, hein, ce qui est une grande preuve de chercher à évoluer tout le temps, c'est quand il pourrait se dire, bon, ok, techniquement, et il change et il cherche à améliorer le service. Et comment je peux être meilleur? Et ils font des analyses vidéo. Et au service, comment je peux être meilleur là-dessus? On voyait Novak, par exemple, mon coude, je le monte pas. Il y a eu ce passage-là au moment où il avait des problèmes de coude. Enfin, c'est en perpétuel. Dans le cas de Novak, par exemple, c'est optimisation permanente. On sait qu'il adore un peu toutes les nouvelles technologies, les nouvelles choses. Et il teste et il cherche tout le temps. Et avec Serena, on avait tout le temps cette démarche-là de dire, OK, je suis numéro 1, je gagne des tournois, mais attention, comment je vais faire pour garder ça? Donc, c'est en perpétuel cette remise, pas en cause, mais cette remise en question de se dire comment je vais faire pour être meilleur tout le temps. Et pas se contenter de ce que j'ai. Parce que sinon, à un moment donné, à un moment ou à un autre, tu te fais bouffer. Pour revenir aux 2 questions de fin, est-ce que tu as une citation que tu aimes bien? Et nous sort pas le slogan de Nike, hein, on le connaît tous. Ah, non. Une citation que j'aime bien. Ouais, alors c'est en anglais, je l'aime bien. C'est While most are dreaming of success. Donc, quand la plupart des gens rêvent du succès, winners wake up and try to achieve it. Les vainqueurs enfin les vainqueurs. Alors après, j'aime pas trop ce côté winner tout le temps, mais en tout cas ceux qui ont vraiment la motivation, le rêve se lève et se bouge le cul, quoi. Yes. Très bon ça. Est-ce qu'il y a une personne, Seb, que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir? J'aime bien, pas forcément quelqu'un de très connu ou j'aime bien les personnes. Qu'est-ce qui me vient en tête? Pour parler du circuit, parler d'anecdotes vécues, tu vois. Moi je m'entends bien avec Florian qui est kiné, Ouais. qui a été le kiné des sœurs Williams Ok. pendant pas mal de temps, avec qui on a lancé. Moi je suis pas très social media, tout ça, je suis pas très fort là-dessus, je suis pas très dedans, mais bon, on a lancé une chaîne YouTube là il y a 15 jours sur une vulgarisation un peu scientifique, un peu à la C'est pas sorcier du sport, Ouais. avec lui. Et j'aime bien son approche. J'ai vu tes vidéos pour transfert, elles sont top, hein. Franchement. Ouais. Tu dis que t'es Et là, pas on a fait trop carrément branché, une chaîne YouTube. Attends, ça nous a pris 3 heures. Hein. On a fait une chaîne YouTube. Bouge mais bien, ça s'appelle. Ok. Très bien. Ouais, c'était une vulgarisation un peu. C'était sympa, mais ce que j'aime bien, même s'il y a d'autres kinés ou d'autres ostéos avec qui j'ai des bonnes relations et on a partagé pas mal de choses. J'aime bien l'approche de Florian qui est une approche, si tu veux, où pareil, il se met vraiment à la place des gens et il comprend les besoins. Donc c'est intéressant. Ouais. Tu vois, c'est intéressant. Est-ce que tu connais le physio de Zverev, le français là, qui était celui de l'ATP avant? Non. Jérôme Bianchi? Ouais, il me semble, ouais.
Celui qui a pas de cheveux. Cheveux courts, non? Attends, si je mets Jérôme Bianchi, ça dit quoi? Jérôme Bianchi, celui qui a suivi pendant longtemps Maria Sharapova. Attends, je suis pas certain. Non, c'est pas lui. Mais Bah non, qui? pourquoi pas? Jérôme Bianchi, t'as son contact, non? Non. Non? Non. Non, mais j'ai pas son nom, mais bon, si ça devient pas comme ça, c'est pas grave. Celui qui était avec qui? Avec Zverev. Qui est avec Alex Zverev, ouais. Alexander, son pas préparateur physique. Son Oui, Hugo. Non, j'ai pas son contact. Hugo. Voilà, Hugo, ouais. Hugo. Non, j'ai pas son contact. J'aurais bien aimé faire un épisode avec lui, bon, c'est pas grave. Sinon, pour tout ce qui est nutrition, Ouais. alors là, sur l'aspect scientifique, tu as Christophe Oswirtz aussi. Ok. Sachant que Chris, il a été directeur de recherche numéro 3 de l'INSEP pendant des années. Là, il a ouvert sa propre structure. Donc, c'est un mec à 14 cerveaux. J'ai appris beaucoup de lui d'un point de vue théorique. Génial. Ouais. Par contre, il est très... c'est très théorique, si tu veux. Hein. C'est un scientifique. Va falloir essayer de rendre ça accessible. Voilà. Ça va être un challenge. Ok. Mais, ouais, dis-moi. il a bien évolué là-dessus. Mais ouais. C'est en gros les trois. Il y a Benoît, mais Benoît, il est moins dedans. Donc, si tu veux quelqu'un de plus. Florian. Ouais. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Seb, de plus dingue pour terminer? Qu'est-ce que tu rêverais d'accomplir encore en termes sportifs? Pro ou perso? Pro. Pro. Alors, pro, pro, c'est Grigor en numéro 1. Évidemment, il y a ce grand chelem. Évidemment, on a envie qu'il l'attrape. Et perso? Je veux faire des ultras, moi. Allez là! Je veux aller courir dans la montagne, moi. Mais oui. Merci beaucoup, Seb, d'avoir pris le temps et d'avoir joué le jeu à fond. C'était top. Un régal. Avec plaisir. Bon, à bientôt, Seb. Merci beaucoup encore. C'était très cool. Ouais, à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Seb jusqu'au bout. Tu peux le suivre et lui envoyer un mot sympa à sebdurand_training. Durand avec un D à la fin sur Insta pour le remercier d'avoir autant partagé avec nous. Les invités adorent savoir ce que tu as pensé de l'épisode et ce dont tu peux te servir dans ton quotidien et ton entraînement. Donc voilà, n'hésite pas à le faire, c'est vraiment chouette pour tout le monde. Mets-nous un commentaire sympa aussi sur YouTube et Apple Podcasts, j'adore te lire chaque semaine. Et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, Titoff et Momo Lusien qui nous écrit « Beau travail, bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs, les entraîneurs. T'arrives à mettre en confiance les invités, on sent qu'ils se livrent. Un grand bravo pour ton travail, hâte d'écouter les prochains. » Merci, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouveaux commentaires, donc voilà, lâchez-vous. Encore une fois pour le référencement, ça nous aide comme jamais, ça vous prend 3-4 secondes, allez 8 pour les plus lents d'entre nous, qui sait. Mais en tout cas, ce temps est très très utile pour nous, donc voilà, je vous encourage vivement à le faire et d'avance, un grand merci. Récupère en bonus de l'épisode le conseil coaching numéro 1 de Seb Durand pour te renforcer physiquement, au service notamment et sur les cannes bien sûr, grâce à des conseils ludiques. Loin de la corvée de faire des tours de piste, c'est bon à prendre et c'est gratuit dans le premier lien en description de l'épisode. Tu recevras aussi dans notre prochaine newsletter un rattrapage des conseils coaching des invités du podcast listés sur un fichier PDF. Le but est de te permettre de progresser sur le cours et de nous soutenir par ailleurs en t'inscrivant à la newsletter. Je t'envoie le coaching de la semaine, la sortie de nos épisodes et nos offres en cours. C'est tout bénef pour rester en contact, c'est le premier lien en description de l'épisode. Tu as aussi accès à notre 14e masterclass sur la visualisation ou imagerie mentale avec Eric Medaetz, kiné belge de profession et spécialiste en sophrologie du sport depuis 25 ans. Eric a travaillé avec Steve Darcis et les frères Rocus entre autres. À travers ce nouveau cours d'1 heure, il nous permet de mettre en pratique des techniques de visualisation mentale utilisées par tous les joueurs de haut niveau. Chaque invité que j'ai eu me le confirmait au micro. Rares sont ceux qui pratiquent la méditation aujourd'hui. En revanche, tous ont des techniques de visualisation pour répéter leurs coups, rester au contact de leurs sensations et ancrer leur schéma tactique gagnant.
Eric nous livre 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome. Ce sont des pratiques ludiques de concentration pour rester dans sa bulle ou s'y remettre facilement au changement de côté. Tu vas pouvoir ancrer mentalement les sensations d'un coup proprement réalisé. Le but est de créer et d'installer en toi les mêmes connexions mentales que tu ressens quand tu sens vraiment la balle et enchaîne les victoires. On te met aussi à dispo des visualisations en mouvement à effectuer avant de jouer pour préchauffer ton cerveau à agir et à performer dès ton entrée sur le court. Tu vas pouvoir découvrir la puissance de l'imagerie mentale qui est aussi utilisée en retour de blessure. L'ex-40e joueur mondial belge Steve Darcis nous en parlait dans l'épisode 74, ça lui a permis de garder du tonus musculaire en sollicitant les connexions mentales de son cerveau. Bref, encore une fois, c'est du lourd. Pour avoir un aperçu de ce nouveau cours sur l'imagerie mentale, tu as la bande-annonce dans le deuxième lien en description de l'épisode et tu y trouveras une offre pour t'abonner, pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et repousser tes limites sur le cours. Si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible, on en est à la 14e et les 13 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max@tennislegende.fr. Un immense merci au dernier tipeur de nous filer un coup de pouce supplémentaire qui fait la diff chaque mois, vraiment. Clairement, je vis pas encore du podcast et c'est un moyen de continuer le projet et de vous régaler. Mais voilà, tu peux vraiment m'aider de ce point de vue-là en nous soutenant sur la plateforme Tipeee à hauteur d'un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. T'as le lien en description ou facile à trouver en tapant TIPEEE, donc avec 3 E, puis Tennis Légende dans Google et fonce. Un grand merci à Dimitri, Rico et Cédric d'avoir participé, vraiment les gars, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu, donc voilà, n'hésite pas et fonce, vraiment je le répète, ça fait une grosse diff. Notre premier stage de légende prend forme pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le court, mais aussi des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental et j'en passe. Il y aura une 20aine de places. Si tu es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait. Il est en lien dans la description de l'épisode. Il prend 2 minutes à remplir, ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max@tennislegende.fr. Pense au bouche à oreille, encore et toujours. C'est un travail de tous les jours et c'est ce qui nous permet le plus de rayonner à ce jour et de faire connaître le podcast et notre travail. Donc, parle-en autour de toi, abonne tes potes et relance-les chaque semaine, ne lâche rien. La survie du podcast en dépend et la mienne aussi, donc la tienne, donc bref, t'as compris, merci. Enfin, si t'as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora ZAMORA ou sur Insta à Max_Zamora_TL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là, merci d'avoir tout écouté. Tu es vraiment une légende, plus aucun doute. Merci pour tes bonnes ondes, prends soin de toi et à très vite. Ciao.